Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Made in Foot sur cette 27e journée de Ligue 1. On va pas se mentir, c'était pas la meilleure des journées, mais on est là quand même. Alors il y en a un qui nous a lâché, c'est Maxime, mais on l'embrasse. Mais sinon, comme d'habitude, on est quatre. Et je retrouve bien entendu Léandro. Salut Léandro. Salut Julien, salut tout le monde. Tu vas bien? Ça va très bien, écoute. Tu as passé un bon week-end de Ligue 1 devant Nîmes? Pas un super week-end, mais merci Moussa Koné, notre sauveur. Je l'ai toujours dit, futur Ballon d'Or. Ah oui, d'accord, c'est plus Eliasson. Si Eliasson aussi, mais hier il était un peu fatigué hier, je crois. Je fais pas de la pub pour les paris sportifs, mais j'avais parié sur lui. Je t'avoue que ça m'a un peu. Ah, tu vois, genre, Prince Eliasson a failli. Ouais, c'est ça, ouais. Après, il y a Doumam. Comment ça va, Doumam? T'es content de ton week-end? Le PSG a gagné, mais Montpellier, c'était un peu dur à Reims. Ah ouais, c'était plus que dur à Reims, hein, franchement. Mais bon, ça va les gars, toujours un plaisir de revenir, fait partir de la Dream Team. Je pense qu'on a plein quand même de choses à se dire, on va dire en dehors du foot, on va peut-être faire un peu exception aujourd'hui avec ce qui se passe à Marseille. Donc ça va, un peu mitigé on va dire, mitigé, content de Paris, mais d'un côté, je comprendrai toujours pas cette équipe hein, dans le fond. Et Montpellier qui revient, bon, qui perd pas, donc c'est bien. Mais je pense quand même qu'il y avait quand même mieux à faire. Fallait quand même aller chercher un peu cette victoire, Ouais, c'est dommage. c'était histoire d'enchaîner un peu là. On y reviendra un peu plus tard, mais bon. Au moins Montpellier ne perd plus, remonte petit à petit au classement. T'es sur 1, 2, 3, 4, 5e match d'affilée sans défaite. Faut voir le bon côté Doumam. Ouais, je suis d'accord avec toi, effectivement. Mais Voilà. tu me connais, hein, un petit peu Exigeant, toujours, on va dire. exactement, toujours. Mais tu vois, toi, t'es mitigé, Leandro aussi. Mes parents, il y en a un qui est très content, je le sais. On en a beaucoup parlé vendredi soir. C'est tombé pendant ce fabuleux Rennes-Nice. C'est Lucas. Salut Lucas, ça va enfin? Jacques-Henri Hérault n'est plus président de l'Olympique de Marseille. Bonsoir à tous. Tu l'attendais. On a été un peu pris de court vendredi quand même pendant que tu faisais le match. On a dû un peu gérer cette grande annonce pour toi. Alors c'est difficile pour toi, tu travaillais donc tu pouvais pas t'envoler au-dessus de ta ville et fêter dignement ce départ. Mais je pense que le week-end a été plutôt pas mal pour toi. En plus, il y a eu un 1-1 contre Lyon dimanche face à Rudy Garcia. J'imagine que toi, t'as passé un super week-end. Ouais, c'est un bon week-end. Il y a Franck McCourt qui vient de sortir d'une entrevue avec le maire. Il va rencontrer les associations de supporters, les entreprises et les collectivités locales. J'attends qu'il vienne chez moi parce on a à parler, quoi. Mais et d'ailleurs, t'as un nouveau coach aussi. Et il y a un nouvel entraîneur. Ouais, on aura peut-être un peu l'occasion d'en parler en parlant de Lyon. Mais ouais, Jorge Sampaoli est attendu mardi à Marseille. Voilà, j'avoue que son communiqué, j'arrivais pas à le lire sans avoir des poils qui se dressaient sur mon bras. Le FC Communication a marché. Ah, le FC je suis tombé en plein dedans, les gars, je l'avoue. Je suis passé du FC sceptique à tout simplement, j'ai envie de devenir un Ah ouais, FC enjaillé quoi. Ah ouais, c'est terrible quand même. C'est comme quoi, hein, il manque que 2-3 phrases où on dit je suis prêt pour la ferveur, etc. Comme quoi, ça suffit pour retourner un peu les Marseillais ou se les mettre un peu dans la poche. Attends, il n'y a pas que lui. Hein. Moi, je suis tombé amoureux de Longoria. Moi, franchement, je le vois, je veux lui parler, je veux le rencontrer, je veux savoir comment il a fait. Non, mais attends, la petite coupe, la cravate. Enfin, il 34 ans et président de club quand même. Hein. Bah, 34 ans, président de club. Le mec, il a un an de moins que moi. Ça. Non, franchement, je suis fan, grand fan. Oh, on en reparlera, ouais. J'en avais un peu plus sceptique. On aime ça. Voilà. On va commencer comme d'habitude avec un petit récap de cette 27e journée, pardon. Donc ça a commencé vendredi avec un Rennes-Nice. Comment dire? Il y avait des choses intéressantes, Lucas, quand même. C'était pas trop mal. Nice a été plutôt bon. Encore une fois, Mingueri nous a régalé. Mais Rennes, j'allais dire, comme depuis le début de l'année 2021, c'était pas ça, quoi. T'égalises sur un coup du sort. Enfin bon, une passe décisive de Saliba presque et une frappe par contre enroulée très belle de Martin Terrier, ça faut le souligner. Mais après, pas grand-chose. Et au final, tu te fais surprendre en début de deuxième sur le deuxième but de Danny Luc. Et d'ailleurs, on va pouvoir en reparler un peu plus tard aussi. On reviendra un peu dessus. Mais c'est ce qui a poussé Julien Stéphan à démissionner. C'était quand même la grosse info de la journée. On va pas se mentir. Je sais pas si déjà vous voulez faire une petite réaction déjà avant de
d'en Ouais, d'en revenir un peu plus tard. Julien Stéphan, pour avoir vu le match face à Rennes et quelques-uns ces derniers temps et les avoir suivis cette saison, je pense qu'il était en fin de cycle. Il part pas sur la plus belle des manières d'un point de vue sportif, mais voilà, démissionner et renoncer à ses indemnités. Bon, on va attendre pour savoir plus, mais a priori, en tout cas, c'est ce vers quoi on se dirige. C'est assez classe de sa part et voilà, il a fait quand même Même une Coupe de France à Rennes, un club qui a longtemps galéré à remporter des titres. On la a vu Ligue des pendant un moment du Champions jeu. aussi. Ouais, il y a eu des belles prestations sur la scène européenne. Non, de beaucoup de points positifs et voilà, il faut savoir partir. C'est dur pour un entraîneur parce que des fois, certains ils restent, ils persistent pour l'argent, pour évidemment toucher le salaire jusqu'au bout, Surtout que mais ça aussi parce fait que une dizaine d'années qu'il est là-bas aussi. Là, c'est une partie de sa vie. c'est ça. C'est voilà, c'est un clap de fin, mais voilà, il rebondira ailleurs et on lui souhaite le meilleur. C'est ça, tout à fait. On en reviendra un peu plus tard d'ailleurs, parce que les mots de Nicolas Olvec aussi ont été intéressants. Vous voyez que Julien Stéphan a fait ça pour le club. Alors, communication ou pas, que le président le dise de lui-même et pas Stéphan, c'est quand même, je trouve, un gage peut-être de confiance, ou du moins qui pense vraiment ce qu'a dit Julien Stéphan. Sinon, samedi, 13h, on sait que les horaires de 13h, ça donne pas souvent des bons matchs. Et là, en plus, c'était un Bordeaux-Metz. Voilà, Metz a gagné encore et joue le top 5, le top 6 européen. Mais Bordeaux peut encore s'en mordre les doigts. Il y avait 1-0 jusqu'à quoi, la 70e par là. Et puis les Bordelais ont craqué. Et c'est quand même un signe de tout ce qui se passe dernièrement. Leandro, on se rappelle ensemble c'est quand jeudi, on était choqués des mots de Koscielny en avant-match, où il disait justement qu'il pouvait pas blairer son vestiaire, en gros. Ouais, où je pense que vraiment... certaines personnes, là, on se dit vivement la fin de saison et Bordeaux va, je pense, continuer à chuter petit à petit dans le classement. Ça paraît difficile de les revoir engranger une dynamique positive, là. Non, mais totalement. Hein. Et puis, moi, je pense que les mots de Koscielny étaient très indirectement adressés à Tem Ben Arfa. On sait qu'ils se sont embrouillés une fois. C'était après Marseille, non? Ouais, c'était juste le match après Marseille, ouais. Et puis, Kos qui remue un peu le couteau dans la plaie. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que il a un peu changé sa manière de voir les choses en 2 semaines, quoi. Puisqu'on se rappelle, il y a encore 2 semaines, il est très, très esprit d'équipe, on va revenir, machin et tout. Et aujourd'hui, on a l'impression que même un gars comme Koscielny a tout lâché, quoi. Enfin, il en a marre, quoi. Il a basculé très vite, quoi. C'est ouf. Ouais, de ouf. Hein. Et puis, franchement, ça fait peur. Je me rappelle, dans ce podcast, il y avait 2 personnes qui s'emballaient pour Bordeaux. C'était toi et Lucas. Je balance. Je me rappelle que quand Ben Arfa remontait un peu en puissance, que Yacine Adli faisait des bonnes perfs, je me rappelle que vous deux, vous étiez quand même emballés par Bordeaux. Franchement, ouais, moi, non, je croyais à une histoire un peu de ce que Gasset avait fait avec Saint-Etienne, mais avec Ben Arfa impliqué, et je voyais peut-être la mayonnaise prendre, et puis finalement, j'avais oublié en fait que c'était les Girondins de Bordeaux. Et que c'était Ben Arfa aussi, il faut quand même le dire. Et que c'était Ben Arfa. Ouais, mais il y a vu qu'il y a eu la parenthèse Rennes et tout, je sais pas, mais malheureusement, ouais, c'est Bordeaux, c'est Ben Arfa, et c'est le football français. Hein. Ouais, mais déjà, tu vois, c'est le football français, mais je te sens un peu mieux dans le ton. On sent que cette semaine s'est bien passée pour toi, et je sens que t'as plus envie de parler football ces derniers temps. Après le match de 13h, il y a eu un Dijon PSG à 17h. Alors le PSG s'est facilement imposé face au dernier Ligue 1 4-0. Il n'y a pas eu trop de débat sur ce match-là. Le PSG s'est vite mis en confiance, pardon, et à dérouler. On pourra peut-être revenir aussi, je sais pas si vous les avez vus, sur les propos de Mbappé à la mi-temps, là, sorti par Canal à la fin hier soir, où il disait justement que le but c'était d'envoyer un message aux autres équipes. On verra ensemble si c'était réussi ou pas. Ça, c'est chacun fera son propre avis. Et dimanche, donc comme d'habitude, 7 matchs au programme. On a commencé fort avec Monaco qui s'est imposé face à Brest 2-0. On a cru pendant longtemps que Monaco allait pas réussir à marquer. Brest Gauthier Larsonneur surtout était infranchissable pendant très très longtemps. Il y a même eu un penalty arrêté, je crois, ou raté en tout cas. Gros match, ouais, il a arrêté un penalty de Ben Yedder en première mi-temps. C'est ça, et Larsonneur, on s'est dit qu'il allait finir par dégoûter Monaco, mais à l'usure, et puis Monaco était justement récompensé de leur grosse deuxième mi-temps. Et les Monégasques ont fini par l'emporter, une nouvelle victoire, et se rapproche encore un peu plus du trio de tête. Ça promet du coup une lutte non plus à 3, mais une lutte à 4, étant donné les autres résultats de la journée. À 15h, Lens est venu arracher le match nul à Angers 2-2. Pourtant, tout avait mal commencé pour les 100 or, mené 2-0 au bout de 10 minutes seulement. Et en finale, à la 92e, je crois, Arnold Calumendo égalise pour les 100 or. Pareil, Lens a déjà validé son maintien, grosso modo. Et
Et si l'équipe de Francaise continue à jouer à ce niveau-là, faudra parler d'eux aussi pour la lutte à l'Europe ou la Conference League que Doumam rêverait de jouer. Tiens à le Ah, rappeler. mais bien sûr, ils sont déjà dedans, hein. Franchement, c'est des concurrents. Que ce soit Lens, que ce soit Metz. Franchement, ils sont Au début là de où les saison, on autres ne sont pas s'attendait là. pas. Hein. Ah, pas du tout. Mais souvent, quand on a une équipe qui remonte de Ligue 2, elle est sur cette dynamique justement de remonter. Je me souviens aussi de Montpellier, quand Montpellier était monté, avait fini 5e ou 6e la première saison, où ils étaient remontés en Ligue 1. Donc là, on est dans la même optique, mais surtout ça joue, quoi. Les deux équipes jouent bien au foot, quoi. Donc franchement, chapeau à eux, et va falloir se battre avec eux jusqu'au bout, c'est clair. Après, c'est Lens qui est monté, mais c'était déjà là l'année dernière. Mais ouais, Lens, c'est clair que le niveau de jeu affiché, les joueurs collent parfaitement à ce que veut mettre Francaise en place. C'est une belle surprise. Je pense que les fans de Ligue 2, même eux, sont peut-être un peu surpris du niveau affiché par les Lensois depuis le début de saison. En parlant de promu, le FC Lorient, qui lutte pour le maintien avec le Nîmes Olympique notamment, s'est imposé face à Saint-Etienne 2-1. Les Merlus peuvent remercier Arnaud Lorienté, qui est rentré à l'heure de jeu et qui a mis un doublé pour offrir la victoire à ses coéquipiers. Dans le même temps, le Nîmes Olympique et le FC Nantes ont fait match nul. On reviendra ça plus tard avec Leandro. Et Montpellier est parti chercher un 0-0. Elle est bien ennuyant pendant 60 minutes, Doumam, face à Reims. Les 20-30 dernières minutes, c'était un peu plus intéressant. Ça se débridait un peu plus, mais pendant une heure, c'était poussif, quoi. Ouais, la première mi-temps, elle était juste horrible. Le match, pour moi, il commence à s'emballer dès qu'il y a la reprise, la retournée de Laborde, quoi. Ouais. Avec le super barré de Rajkovic encore. Franchement, incroyable ce gardien. Mais ouais, dommage, hein, franchement, il y avait la place, quoi. Mais vaut mieux, quand effectivement on peut pas gagner, il vaut mieux ne pas perdre. Donc franchement, j'aime bien ce discours, mais in Ligue 1, ça Doumam. Là, ça me fait plaisir. Là, parce que là, on va enchaîner sur des équipes qui voulaient ni gagner ni perdre, notamment Lille, qui, bon, à défaut, pareil, de vouloir gagner, on imagine que Lille voulait gagner, et a fait match nul face à Strasbourg. Et c'était bien compliqué pour les Lillois, quand même. Ils étaient pas dedans, tout simplement. Je pense que la défaite face à l'Ajax jeudi leur a peut-être mis un coup sur la tête. Les Lillois font 1 face à Strasbourg, mais grâce à Maignan, ils restent dans le match pendant très longtemps. Ajor qui avait ouvert la marque et Lille a égalisé dans les dernières minutes par José Fonte, qui avait déjà marqué la semaine dernière, si je me trompe pas. Voilà, que dire de Lille, c'est assez compliqué hein, de juger. Lille, ces derniers temps, semble un peu perdre son jeu ou ce qui faisait leur force, c'est-à-dire les contres, mais en même temps, ils sont plus attendus, ils sont leaders du classement. Et Strasbourg pouvait mériter mieux. Je sais pas si vous l'avez vu en longueur, mais moi, par exemple, j'ai regardé plus les 20-30 dernières minutes. Et par exemple, quand Ludovic Hager-Krant et que Habib Diallo rentre, voilà, par contre, là, il fait une rentrée catastrophique. Sur les réseaux sociaux, Leandro, je sais pas si t'as vu ça, mais il s'est fait démonter par tout le monde. Ah, mais il s'est fait lyncher par tout le monde. Oh la vache, même les supporters strasbourgeois, genre les Lyonnais, justement, qui avaient un œil sur ce match-là, les Parisiens, tout le monde a dégommé Habib Diallo parce qu'il a fait une rentrée en marchant, il était pas dedans. C'était quand même incroyable, hein, sa rentrée. Ouais. Non, mais et puis en plus, le problème, c'est que on comprend pas. Souvent, on comprend pas les supporters de ça, mais ils donnent raison aux supporters de le lyncher, tu vois. Donc là, oui, il y avait rien. Enfin, il y a rien à garder de ça. C'est néant. C'est quoi, il joue presque 20-25 minutes, quoi. C'est quand même. C'était grave. C'était un peu pour venir aider l'équipe l'équipe en face pour rappeler une certaine vanne de Lucas. Ouais, c'est ça. Faire un peu plus dans. Vous voyez, vous comprenez que c'est un peu le mec qui voulait être titulaire, qui a mais il est pas été titulaire. Saison, quand même, ouais, mais ouais, effectivement, il a du temps de jeu. C'est une recrue phare, 10 millions d'euros. Strasbourg, ils n'ont jamais mis autant. Mais là, il est forcément moins bien, donc il se rend compte peut-être qu'il est moins bien aussi. Il est pas titu, et ça rentre en traînant des pieds. C'est sûr que vaut mieux une meilleure attitude, hein, mais c'est mental, hein, il va travailler, hein, c'est les jeunes encore. Ouais, mais ça fait chier pour Strasbourg qui gagne 1-0. Je dis pas ça parce que j'ai plus une affiliation pour le PSG, bien sûr, mais quand Strasbourg gagne 1-0, qu'il y a des balles pour mener 2-0, tu vois, tu te dis, quand tu vois le résultat à la fin, j'imagine que Thierry Lauré, qui était pas bien, on le rappelle quand même sur ce match-là, il avait été aidé par un médecin. Thierry Lauré a dû se tirer les cheveux, quoi.
Ah, mais ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. Après, voilà, tout ça, c'est une question de mental, d'état d'esprit. Il doit rentrer avec l'envie de faire la différence et pas d'avoir cette attitude-là, c'est sûr. C'est ça. Après, à lui de nous faire mentir. Hein. Mais bon, pour l'instant aussi, il faut dire que Diallo de Strasbourg, c'est pas le Diallo de Metz aussi. Donc Ouais, voilà. après, voilà, il a pas tous les ballons qui passent par lui. Il y a quand même Ludovic Ajorc à côté qui prend énormément de place, à juste titre. Et je pense qu'il va falloir qu'il trouve ses marques avec lui à côté. Et enfin, l'Olympico, on l'attendait. J'imagine que tout le monde a été déçu ou presque. Voilà, Marseille accueillait Lyon. Ces derniers temps, il y avait tout le temps eu des matchs assez chauds, des gros scénarios, etc. Là, finalement, pas tant que ça, on en reparlera. Il y a quand même un fait de match assez important à débriefer. On verra l'avis de Lucas, l'avis impartial de Lucas, j'imagine. Bien sûr, sachez juste que Benoît Millot est un très grand arbitre et que j'espère qu'il sera respecté dans ce podcast. Un fervent supporter de l'OM, Bonamio, mais aussi du PSG, de Lille et de Monaco, je crois. On va en reparler. Mais voilà. On va commencer, du coup, comme d'habitude, par ordre chronologique. Vendredi, Lucas, tu as fait le match pour Made in Foot. On va peut-être revenir vite fait sur le scénario, on l'a déjà dit, mais en gros, cette défaite, c'est... attendez, je vais chercher les stats. Vous avez combien pendant ce temps-là? Mais voilà, Rennes n'est clairement pas dedans en 2021. Enchaîne les prestations compliquées. On peut se rappeler aussi d'Oumam de ce qu'on a vu face à Montpellier il y a encore une semaine. Et voilà, Ouais. voilà. C'est clair. Rennes n'a pas gagné depuis le 17 janvier. Et d'ailleurs, c'est leur seule victoire en 2021. C'était face à Brest. Et depuis, Rennes reste sur 1, 2, 3, 4, 5 défaites et 2 nuls. Et ce qu'on attendait, enfin, même pas attendait, mais ce qu'on pensait arriver est arrivé. Julien Stéphan a posé sa démission ce week-end. Et tout cela a été officialisé aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? On va peut-être revenir sur ce débat-là. Qu'est-ce que vous pensez de ce départ? Ouais, ben moi je pense que bon après c'est vrai que vu son attitude moi que j'ai vu déjà à Montpellier, l'attitude qu'il avait sur son banc, l'attitude de son équipe aussi, on a vraiment l'impression que son discours il passait plus. Moi personnellement, j'ai vu sa tête, rien que sa tête et à la fin du match contre Nice, j'ai compris que le mec il était pas bien du tout quoi, il cerné à mort, il sentait pas bien à mon avis, voilà, je pense que le discours ne passait plus avec son équipe. Et malheureusement, Kamavinga pas forcément au top ou peut-être pas forcément bien géré. Guirassy qui revient mais qui était blessé. Enfin bref, il a eu plein de trucs contre lui. Doku, il a pas su mettre un jeu en place pour que Doku exploite vraiment ses qualités, notamment la vitesse et la profondeur. Donc voilà, plein de petites choses comme ça. L'épisode Nyang aussi. Enfin bref, il y a eu plein de choses. On l'a aussi accusé d'avoir fait virer avant Olivier Létang et tout. Bon, bref, en fait, il y a plein de choses qui, je pense, se sont accumulées. Le groupe l'a lâché, l'équipe l'a lâché, je pense, et donc lui, il s'en est rendu compte. Et peut-être avant de perdre la face, entre guillemets, bah, il a essayé de sortir de façon pas trop mal, quoi, pour pas entacher l'image du club et la sienne. Toi, Lucas, qu'est-ce que t'en penses de ce départ, en te basant forcément sur le match, parce qu'on va pas se mentir, Rennes n'était clairement pas dedans. T'as des attitudes qui trompent pas. Je trouve que tu sentais un peu le fatalisme, tu vois, dans l'équipe, notamment dans le deuxième but. Enfin, le deuxième but niçois, tu voyais qu'après, il y avait limite plus aucune réaction des gars, quoi, tu vois. C'est exactement ça, c'est qu'il y avait un body language, comme disent les Ah anglophones, oui. qui, oui, attention, on taquine à Made in Foot, qui était assez démonstratif de l'état d'esprit des joueurs et de ce qui règne du côté du Stade Rennais depuis de nombreuses semaines. Ce sont des joueurs qui, lorsqu'ils sont menés, n'arrivent pas à réagir et ne prennent jamais les matchs par les bons bouts. Donc, on peut pas tout mettre sur le dos de Julien Stéphan, mais je pense qu'effectivement, comme disait Doumam, il s'est passé des choses dans l'extra sportif, le dossier Mbanyang, le dossier Olivier Létang, le départ de Rafinha, il a été très critiqué. Tout ça a fait que petit à petit, il a peut-être perdu la main sur le groupe et une fois que il y a ça qui commence, si en plus les résultats sont pas bons, ben voilà, c'est un engrenage. Mais voilà, je préfère me rappeler des bons souvenirs de Julien Stéphan et je pense que c'était la meilleure chose pour le Stade Rennais, pardon, justement par rapport à ce qu'on a vu contre Nice. Enfin, on voit bien que s'ils veulent avoir une chance d'avoir une place européenne, il fallait un électrochoc et ça passe par un départ de l'entraîneur.
Toi, Leandro, Julien Stéphan au niveau olympique, tu signes? Non, plus globalement. En vrai de vrai, qu'est-ce que t'as pensé du- je sais pas si j'en avais parlé dans les podcasts Made in. J'ai pas souvenir. Ah, Leandro Prono, le Non, non, retour. non, mais même pas. Mais ça faisait enfin, comme tu sais, je fais quand même pas mal de trucs de débrief. Mais du coup, ouais, genre, j'en avais parlé il y a déjà 1 mois et demi ou 2. Et pour moi, on arrivait vraiment à une fin de cycle avec Julien Stéphan et j'avais l'impression juste qu'on repoussait, tu vois, cette fin. Ouais. Là, enfin, il faut savoir aussi qu'il était très protégé par le président, etc. C'était quelqu'un qui était très apprécié au sein même du Stade Rennais. Mais le problème, c'est qu'on arrivait vraiment à une fin de cycle. Je pense que les choix n'ont pas été bons au mercato. Il y a Mais certes, ça, comme c'est il pas est. forcément que de sa part. On en a déjà Non mais parlé oui, plusieurs non mais oui, fois. non mais on en... Il a demandé des profils, on lui propose des joueurs, il dit oui ou non. Mais après, genre Martin Terrier, c'est une recrue clairement estampillée Flo Maurice, tu vois, par exemple. Non mais oui, mais je sais. Et, enfin, de toute façon, comme de partout, Julien, c'est jamais que la faute du coach, hein. Bah oui. Il y a de toute façon, quand on vire un coach, nous on dit ouais c'est le coach qui virait, mais souvent il y a beaucoup de staff qui part aussi derrière. Enfin, c'est tout un collectif, on va dire. Mais je pense que Julien Stéphan, bah c'était pas son année n'était pas la bonne puisque bah déjà ils se sont retrouvés dans un groupe assez compliqué en Europe, puis ça faisait beaucoup de matchs, puis au final vu que les recrues ne sont pas adaptées, tu vois il y avait plein de facteurs qui bah oui, faisaient que forcément. pour moi, c'était une fin de cycle et pour moi, ne serait-ce que pour les deux, autant pour lui que pour le club, il fallait du changement. Et certes, pour moi, c'est arrivé très tardivement, puisque je pense on aurait pu changer. Tu vois, peut-être, moi, pour moi, déjà au mercato d'hiver, ça aurait pu y avoir un changement à ce Bah niveau-là. après, ils étaient bien revenus quand même. Genre, on se rappelle qu'ils avaient un grand coup de moins bien. C'était pendant quoi? Pendant la Ligue des Champions, où ils arrivaient vraiment pas à se remettre dedans. Après, la Ligue des Champions, c'était quand même assez Ouais, mais spécial tu vois, pour eux. mais Ils découvraient, tu vois, il y a quand même eu des faits arbitraux qui ont été assez durs à encaisser pour eux, tu vois, notamment contre Chelsea, etc. ouais, mais moi, Mais tu vois, ils avaient bien Krasnodar, je revenu dès qu'ils comprenais avaient pas. été dégagés. Ouais, mais dès qu'ils avaient été éliminés, ils étaient bien revenus quand même en Ligue 1. Ils avaient enchaîné Oui, plusieurs oui, gros certes, matchs. mais là, cette saison, je crois que c'est toi qui me l'as dit en plus tout à l'heure. Enfin, c'est quoi? C'est une seule victoire en 2021? Ah oui, non, mais en 2021, ça va plus, mais ils étaient bien revenus le mois de décembre, tu vois. Ouais, mais Après, moi, oui, moi, pour moi, tu vois, ça fait enfin, vraiment, ça fait plusieurs mois que pour moi, genre, ça devrait arriver. C'est arrivé maintenant. Je pense que c'est arrivé de la meilleure des manières, malgré tout. Puisque du coup, bah, il s'est pas fait virer, puisque tu pouvais pas forcément virer Julien Stéphan, enfin, pas avec ce qu'il avait fait. Et dans le sens où, comme on l'a dit, il part sans ses indemnités, etc., tu vois, donc ça montre un certain attachement et un amour au club. Et tu vois, c'est peut-être juste, il s'est dit, bah, c'est plutôt, c'est pas moi qui vais réussir à redresser de la barre, bah, donc c'est à un moment justement donné. ce que Nicolas Olvec, le président, a dit en conférence de presse aujourd'hui. Il a dit il était intimement convaincu qu'il n'était plus l'homme de la situation pour le Ouais, Stade voilà. Rennais. Ça fait 10 ans qu'il est au club, il s'identifie à Rennes et il ne veut être en aucun cas un problème pour le Stade Rennais. Exactement. Non, mais Enfin, on voit que je trouve ça beau quand même, tu vois, c'est assez poétique comme départ. on croirait à une rupture amoureuse où on dit je t'aime encore, mais c'est mieux pour nous deux que tout s'arrête. Genre, j'ai pas envie de réveiller des vieilles ruptures pour Leandro. Et ouais, toujours les mêmes qui se font Non, taper non, mais dessus. tu vois, c'est vrai que ça ressemble vraiment à une histoire d'amour qui se termine, voilà, tu vois, genre, Ouais, d'un commun ouais. accord entre les deux. Tu vois, il pose sa démission, ils auraient pu refuser ou le mettre à pied comme on l'a fait à l'Olympique de Marseille. Mais voilà, tu vois, ils ont accepté. Au final, t'as pas de chichi. Le communiqué de presse de Rennes est assez classe aussi, où on le félicite surtout de son parcours et de son apport, tu vois. Ouais, et tu le sais que de toute façon, enfin, tu vois, c'est un départ. Mais pour moi, c'est pas un au revoir, c'est comme on dit, Ah, c'est beau ça. c'est un à plus tard, tu vois. Et je pense Oh, que très certainement, le jour où Rennes se retrouvera dans une situation délicate et si Julien Stéphan n'a peut-être pas de club ou que ça se passe pas très bien, mm. ce serait une porte de sortie assez facile pour les deux, tu vois. Et je pense que c'est beau. Et alors, qui pour remplacer Julien Stéphan? Alors, évidemment, Florian Raymond Domenech. Maurice. Non, non, mais attends, avant des blagues et tout, parce que je les ai faites aussi ce matin, mes potes René. Il y a Florian Maurice. Forcément, le premier nom qui est venu en tête de tout le monde, c'est Bruno Genesio. Mhm. Qui a été confirmé d'ailleurs, hein. Ouais, il a dit. À demi-teinte, mais oui. Ouais, c'est ça. Il lui dit en gros, ouais, c'est vrai qu'il l'a déjà fait de prendre un club en cours, et ce qui avait été le cas avec Lyon. Hein. Il avait été adjoint, puis il les avait emmenés en Europe, si je dis pas de bêtises. Voilà. Que penser de Bruno Genesio? Est-ce que pour vous ça paraît crédible? Apparemment, il aurait peut-être refusé ou il voudra attendre cet été. Et bon, un club comme Rennes qui propose, enfin,
un club à la dimension de Rennes, on va dire, qui se repose à Bruno Genesio, je pense pas qu'il va en avoir des tonnes. Moi, j'ai un nom qui va peut-être vous surprendre. Oula. Et on verra. Mais purée, moi je verrais trop Titi Henry reprendre les rênes et réessayer en France avec un club comme Rennes, tu vois. Donc Sache qu'il a quand même quitté Montréal par rapport à des causes familiales. Ouais. Voilà. Donc est-ce que, sachant que sa famille est à Londres, je crois. Ouais, c'est à côté quand même. Ouais, mais tu sais, avec les conditions sanitaires en ce moment, est-ce qu'il va pas préférer rester? Ça faisait plusieurs mois qu'il n'a pas vu ses enfants. Peut-être qu'il va pas se relancer tout de suite. Je pense pas. Je pense vraiment que ce serait une bonne option. Je pense que ce serait une bonne option pour lui, puisque du coup, ça lui permettrait de revenir dans un club de moindre envergure que l'ASM, sans forcément manquer de respect à Rennes. Oui, Monaco aussi. Exactement. Et puis d'un autre côté, on va pas se mentir, certes, Rennes peut encore jouer les places européennes, etc. Mais c'est pas forcément le sujet le plus d'actualité, je pense. Je pense que tu vois, même accrocher une place dans la future compétition européenne, etc., ça pourrait être peut-être plus jouable. Tu rajoutes un concurrent à Montpellier, là. Non, mais tu vois, pour lui, ça lui ferait une belle expérience, je pense. Et puis. Oui, aller jouer en Macédoine et en Azerbaïdjan. non, je pense, je sais pas pourquoi, je vois vraiment Titi Henry. Parce qu'en plus, il était longtemps annoncé du côté de Bournemouth, mais du coup, ça s'est pas fait vu qu'ils ont signé un autre coach. Donc je pense que place Rennes, revenir en Ligue 1 dans un club qui joue ni le maintien ni le titre, donc tu vois, il serait bien, il joue quand même le haut de tableau. Pas trop de pression non plus. Pas trop de pression. Donc tu as parlé de Thierry Henry, là c'est plus ton idée. Il y a d'autres noms en plus de Genesio, il y a Jocelyn Courvenec, de toute façon c'est toujours la même chose. C'est comme Antoine Comboiré quand il est libre, c'est des noms qui reviennent tout le temps. C'est horrible quand même. Il y en aura sûrement d'autres d'ici quelques temps. On peut peut-être penser à Bibey aussi, qui est souvent annoncé chez des clubs alors qu'il n'a pas encore ses diplômes ou il vient de les avoir. Ouais. Lucas, Doumam, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, par exemple, Genesio sera un bon coup? Est-ce que vous avez d'autres idées? Est-ce que Rennes devrait attendre la fin de saison pour se trancher? Voilà, qu'est-ce qui vous... Moi, j'étais de cet avis-là pour l'OM et je pense que c'est pareil pour Peut-être Rennes, que Sampaoli sera libre dans 2 semaines, hein. Oui, honnêtement, c'est possible. Ou André Villas-Boas. Ah. Mais non, mais je pense que honnêtement, les clubs qui, même si évidemment mathématiquement tout est possible, mais en tout cas qui n'ont pas de gros enjeux lorsqu'ils se séparent d'un entraîneur, je préfère attendre cet été et prendre un plus gros nom et surtout mieux préparer la saison prochaine en faisant venir quelqu'un au mois de juin ou au mois de juillet, plutôt que là prendre une décision et peut-être qui peut-être sur le court terme va avoir un impact, mais au final se rendre compte en décembre prochain que c'était pas le bon profil. Moi, je serais eux, j'attendrai. Je pense que ouais, là, c'est pas le moment de se jeter. Il y a rien qui presse. Il y a aucune compétition à gagner. Les places européennes les 4-5 sont abordables, mais bon, je pense que Rennes pourrait s'en passer la saison prochaine et repartir, relancer, on va dire, son projet avec un nouveau coach qui arriverait cet été. Doumam, ton avis? Est-ce qu'il y a déjà un de ces noms-là qui te fait rêver? Est-ce qu'il faut attendre aussi? Qu'est-ce que tu en penses? Non, mais je suis d'accord avec Lucas, en fait. Je sais pas si vraiment le fait de faire venir un entraîneur comme ça en cours de saison, je pense que la situation marseillaise est différente, le contexte est différent. Il fallait un peu ramener un entraîneur, on en parlera tout à l'heure, mais il fallait ramener un entraîneur un peu charismatique pour refaire rêver les supporters. Mais par exemple, à Rennes, je pense pas. Peut-être prendre un mec du club pour finir, un club, tu vois, un homme du club, quoi, un homme de confiance pour finir la saison et voir comment ça va se passer l'année prochaine. Genesio, moi, je pense que c'est un profil parfait, franchement, pour le club. Pour Rennes, je trouve que ça colle en termes d'image et en termes de jeu aussi proposé, etc. Voilà, quoi, c'est pas le mec qui va en faire des caisses. Tu vas pas te faire des amis avec cette intervention. Si, je pense que si. On a été un peu dur avec lui, je pense, à Lyon. Oh là là. Et en finale, bon, il était quand même en Champions League et tout. Donc, faut voir. Mais par exemple, Thierry Henry, moi, je trouve que non, quoi. Pas du tout, quoi. Oh là là. Thierry Henry, il a trop le melon, on le sait. Oh là là, il s'attaque à Titi en plus. Oh, il enchaîne. Bruno Genesio, bon coach. Tout ça pour défendre Comboiré tout à l'heure. Non, mais sincèrement, ça va pas là. Oui. Et je défends Comboiré aussi. Mais non, je pense que Genesio, c'est pas mal. Je pense que Genesio, c'est une bonne idée. Il est proche de Florent Maurice en plus. Donc, pourquoi pas.
Après, c'est vrai que c'est pas le mec, voilà. Mais Gourvenec, c'est une super idée aussi. C'est un ancien Rennais. Et donc, pourquoi pas. En tout cas, des noms que j'ai entendus, là, ça me... Non, à part Thierry Henry, quoi. Moi, je m'attendais pas à cette intervention. Tu vois, tu me surprends, nous-mêmes. Gourvenec, ancien Rennais, tu vois, voilà. Ouais, mais bon, Gourvenec, ça fait longtemps, voilà. C'est vrai, mais je pense qu'il a des idées. En termes de jeu, c'était intéressant. T'aimes bien l'écologie, t'es un peu à l'image des clubs français, on aime bien recycler. Tu veux recycler, nous-mêmes. On aime bien recycler et les foutre un peu partout, les coachs à chaque fois. Bon, ça, c'était ma vanne. Et pendant... Parce que, tu vois, je suis dans l'écosystème, déjà. non, par contre, tu vois, il y a un coach qu'on n'a pas parlé, je pense que la rumeur arrivera aussi, c'est Rémi Garde. Ça fait plusieurs fois qu'on en entend retour. Attends, tu peux pas dire oui à Bruno Genesio et dire non à Rémi Garde. Je préfère Genesio à Garde. Oh là là, la vie catastrophique, la disaster class. On va arrêter Le podcast s'arrête là, les mecs. Merci à tous. Rémi Garde, non, mais Gourvenec, oui, il faut quand même. Mais attends, moi, franchement, tout à l'heure, je pensais à ma vanne, tu vois. Et en pensant à ma vanne, je me dis un truc. Putain, mais un mec qui collerait trop bien à l'esprit de Rennes aussi. Mon Dieu, mais Bernard Blacard, tous ces jeunes là. Ah ouais, Nanar, ouais. Il va leur... Et en plus, tu vois, s'ils ont rien à jouer en Europe et tout, un mec comme Blacard qui en plus connaît déjà certains joueurs. Castillo, il connaît Maussa. J'ai pensé aussi cet après-midi. Je t'avoue que c'était. Je me suis dit, ah putain, ils vont. C'est possible, hein. Franchement, c'est possible en plus, hein. Ça serait possible, en vrai. Je préférerais qu'il vienne à Montpellier parce que Zakaria, on sait toujours pas. Donc Blacard, je préférerais qu'il vienne à Montpellier. En fait, Douma, voilà, en fait, il envoie les coachs. Il fait genre qu'il aime bien les coachs parce que Genesio, on en a parlé à Montpellier, mais en même temps, en fait, il les place autre part. Tu vois, en fait, il prospecte pour Montpellier là. Il envoie Genesio. Il dit c'est un bon coach à Rennes, c'est pas mal. Pareil pour Gourvenec, c'est parce qu'en fait, il veut dégager la liste pour Montpellier. En fait, j'ai compris. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Hein. Bon, ça, je me suis grillé. Allez, je pense qu'on a fait le tour de ce Rennes-Nice. On va passer du coup à Dijon PSG. Voilà, on peut en parler tous les deux un petit peu. Même Leandro, je crois qu'il l'a vu. Ouais. Voilà, un match. En avant-match, on avait peut-être quelques doutes sur le PSG, notamment quand on voit leur dernière prestation en Ligue 1. Et au final, Paris a dissipé les doutes très rapidement. Ah, super prestation, ils étaient au-dessus. Franchement, ils ont mis de l'impact, de l'intensité directe. Ils ont mis le pied sur le ballon d'entrée. Et après, ils ont enchaîné les buts. Hein, et franchement, et puis voilà, de la volonté, quoi. C'était bien. Effectivement, on en a parlé tout à l'heure vite fait. Mbappé qui dit voilà, je veux repartir avec le ballon du match à la fin du match. Donc oui, effectivement, c'est bien. Il faut qu'il garde cet état d'esprit-là tout le temps. Et on l'a vu aussi avec Marquinhos. Mais bon, dès qu'il y a certains retours, quoi, dès que Marquinhos il est là de suite, c'est pas la même chose. Et qu'il est vraiment dans l'esprit, c'est vraiment pas la même chose. Quand ils ont la tête au match, après, bon, on va quand même mettre un petit bémol à tout ça. Dijon, c'est compliqué, quoi. Dijon, c'est. Moi, ça sent la fin. Hein. Ah ouais, là, c'est vraiment. Moi, je m'attendais pas à ça, quoi. Dijon, c'est compliqué, Dijon. Dijon, on a l'impression qu'ils ont déjà abandonné. Donc, forcément, un petit peu de bémol à ça, mais c'est bien pour la confiance. C'est bien. Paris revient à 1 point. On a une fin de championnat incroyable. Kylian, il remet un doublé. Donc, franchement. 2 points, tu t'es enflammé. 2. Ouais, 2. Il y a 2 points d'avance. Lille a 2 points d'avance. Les 2 points, excuse-moi. Non, donc, mais c'est pas grave. Je préfère être précis. C'est bien, t'as raison. Et mais non, c'est bien. Danilo là qui marque, donc c'est bien. On voit que le mec est toujours impliqué, même si c'est pas facile pour lui ces derniers temps. Rafinha était intéressant. C'était sa première titularisation. Exact. Rafinha. Il a apporté aussi. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Même Draxler, tu vois, Pochettino qui le relance. Ouais. Il le relance carrément que maintenant Leonardo lui dit qu'il est important pour le club et qu'il faut absolument le prolonger. Après, je crois que Leonardo avait déjà un peu parlé, tu sais, genre à son interview en octobre ou novembre avec le PSG là. Il avait fait une espèce de FAQ en live là. Et il avait déjà un peu ouvert la porte à Draxler. Il y avait déjà eu des rumeurs juste après justement que Paris pourrait le prolonger. Là, depuis que Pochettino est arrivé, il a du temps de jeu. Il joue de plus en plus. Il remonte des choses intéressantes. On avait déjà parlé avec le podcast d'après Ligue des Champions où il mène l'action du 20 mètres, que certains l'avaient même comparé à Kaka sur cette action. Je sais que ça vous avait fait beaucoup rire. Mais voilà, il retrouve du temps de jeu, il retrouve un peu de qualité aussi. Il retrouve de la confiance. Ouais, c'est un peu une recrue en plus pour Paris. Tu vois, là, il y a encore 2 mois, tu voyais cette compo-là, tu disais, oh mon Dieu. Et puis, on voit que clairement, techniquement, c'est quand même un super joueur, quoi. Ça se voit. Ça, on le savait, ça. Et ouais, donc maintenant, je pense que Pochettino l'a peut-être pris à part, lui expliquer un peu les choses, le remettre dedans, et c'est vrai que
pour le coup, il réussit ce que Thomas Tuchel n'avait pas forcément réussi. Ouais, et puis tu vois, Draxler, alors attention peut-être à ce que je vais dire, hein, restez assis, mais il peut avoir ce profil un peu à la Eriksen de Tottenham où tu vois, Pochettino comptait pas mal sur lui. Draxler, il a quand même cette qualité de passe, il peut frapper aussi un peu en dehors de la surface, tu sais, avec son petit plat du pied enroulé, etc. Je pense que c'est peut-être son projet à long terme, c'est de relancer Draxler comme quand il arrive en 2017 et qu'il est tout simplement incroyable avec Emery de la première partie de saison. Enfin, il arrive en deuxième partie de saison, pardon, mais ses premiers 6 mois sont incroyables. Hein. Ah, c'est clair, quand Draxler il est arrivé à Paris, c'était un truc de fou. Franchement, bon. Ah, après, je suis monté dans le train Draxler très vite. Ah oui, ça, non, mais moi ça, pareil. Mais après, surtout avec son match après Ligue des Champions où il marque le dernier but et tout. Mais après, tu vois, il y a d'autres. Il y a d'autres joueurs qui sont intéressants aussi. Il y a Keane qui confirme aussi sa très bonne passe du moment, enfin le très bon coup que le PSG a fait. Il y a Danilo aussi qui commence un peu à gagner en confiance. Alors c'est contre Dijon certes, il marque, il fait une bonne prestation globale. Et il y a Diallo latéral gauche qui je trouve a été étonnant chez Leandro. Est-ce que tu t'es un peu intéressé au match de Diallo ou... Je t'avoue que je me suis pas forcément intéressé au match de Diallo. Je sais pas si t'as vu sur Twitter, il y a beaucoup, parce que toi t'es un peu l'homme connecté de Médine, il y a beaucoup de Parisiens qui sont quand même pas mal enflammés sur son match, qui parlent justement que c'est la meilleure alternative à Bernat, donc devant Kurzawa parce qu'il apporte un peu plus défensivement et qu'offensivement Diallo tente quand même pas mal de choses. Tu vois, je pense que ça c'est les restes du coaching de Lucien Favre. Qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que ça peut être une solution à long terme pour le PSG? Oui et non. Enfin, après moi le problème que j'ai c'est que il y a encore 3 mois de cela on disait que c'était peut-être l'une des pires recrues. Enfin tu vois genre c'est un peu la tout va vite hein, c'est ça mais après FC conclusion hâtive hein. Mais c'est ça le truc le problème étant que en fait on est trop dans l'immédiat, on est trop dans le moment, tu vois, et on peut pas, enfin pour moi on peut pas se faire de vraies idées avec seulement un match. Genre si... Après, c'est pas le premier, tu vois, qui fait. Je pense que c'est aussi pour ça. Ouais, mais c'est l'un des premiers où il est vraiment bon, entre parenthèses. Offensivement, ouais. Défensivement, tu vois, il a toujours fait globalement le taf, on va dire. Ouais, ça globalement. Ouais, mais moi, je pense qu'il faudrait... Il est un peu plus safe défensivement qu'à Kurzawa. Après, Kurzawa, cette année, physiquement, il est en forme, il se sent bien et tout. Donc, c'est peut-être. Et puis, il a un contrat de 4 ans devant lui encore, donc. Oui, non, mais c'est un peu trop tôt, peut-être, tu sais, pour les mettre en concurrence. Et je trouve que c'est bien que le PSG ait quelqu'un comme Diallo qui commence à faire son trou à gauche, sachant que derrière Kurzawa, normalement, c'est Mitchell Baker, tu vois. Non, mais c'est vrai que c'est bien, mais je pense que on s'enflamme trop vite, tu vois. Et moi, franchement, Diallo, et pourtant, j'étais l'un des mecs les plus réceptifs à son arrivée à Paris, puisque j'aimais bien son profil à Dortmund, je trouvais que sous Favre, ça jouait pas mal. Et au final, j'ai quand même été très, très, très déçu de certaines prestations, tu vois, où je trouvais quand même moyen plus, ou moyen moins même. Mais du coup, ouais, enfin, je sais pas, je pense qu'il faudrait peut-être le retester, tu vois. Certes, bon, après, trouver une alternative à Bernat, je pense que d'ici le mercato prochain, on aura quand même une meilleure alternative que Kurzawa ou Diallo. Enfin, ça fait quand même longtemps qu'on en parle, les latéraux à Paris, tu vois. Donc, ce serait bien qu'à un moment donné, on arrive à faire venir soit enfin, on arrive. Ce serait bien que Paris arrive à faire venir un mec, genre soit un huge joueur côté gauche, soit un mec qui soit vraiment une vraie alternative, un jeune, pas Baker qui à la base était pâtissier du coup, mais non, enfin, tu vois, genre faire venir vraiment un bon latéral, je pense. Je pense que c'est peut-être une solution jusqu'à la fin de la saison, mais pas plus. Ça reste mon ressenti. Ouais, à voir. Et dernier petit truc, comme sur ce match-là, faut quand même penser à la première apparition du Titi Edouard Michu. Certains l'ont peut-être vu en Youth League, moi notamment. Voilà, il a l'air ambitieux. Il y avait son agent qui a dit qu'il voulait aller loin avec le PSG. C'est pas mal. C'est encore un exemple que Pochettino fait ces derniers temps, c'est de lancer des jeunes. Il a lancé Javi Simons il y a quelques temps. Timothée Pembele a longtemps été touché par le Covid, donc il a pas joué. Mais on sent que Pochettino veut impliquer les jeunes, veut miser sur eux. C'est intéressant, ça, Doumam. Alors ouais, c'est super intéressant. Après, est-ce que c'est Pochettino ou est-ce que c'est Leonardo qui dit un peu, bon, en ce moment, on se fait beaucoup piquer les jeunes. Peut-être s'est remis un peu en question par rapport à ça aussi, en disant, bon, peut-être que nous, de notre côté, il faut qu'on donne aussi du temps de jeu
à nos jeunes, même s'ils l'ont fait auparavant, mais que au final c'était peut-être pas suffisant. Donc là, il y a peut-être une politique. C'est intéressant, c'est vraiment cool, c'est vraiment bien parce que faut pas dépenser l'argent tout le temps, c'est pas possible. Paris, c'est un des meilleurs centres de formation. Ah oui, Là, grave, avec la crise qu'on a en ce moment, c'est pas possible quoi. Il y en a qui parlaient d'un modèle Real Madrid là de cette dernière année où justement tu avais un gros noyau de joueurs achetés ou de talent international et après tu allais miser de plus en plus avec les jeunes. On sait que donc il y a Michu, il y a Javi Simons, il y a le petit Fadiga qui est parti en prêt, t'as Kalimundo qui est en prêt. Ouais. On parle aussi Pembele aussi. Ouais, Pembele, on parle aussi d'El Shaddai Bachiabou qui fait rêver beaucoup de supporters parisiens. Ah, mais lui, il est incroyable. Le monstre physique de 15 ans, 16 ans maintenant. 16 ans, abusé. Le mec qui fait Donc, presque 2 mètres. Voilà, non mais donc du coup, tu vois, il y a peut-être de la matière et je tiens quand même à rappeler que le dernier jeune qui a eu beaucoup de temps de jeu, c'est Tanguy Kouassi qui a joué plus de 10 matchs avec le PSG, qui est au final maintenant au Bayern et qui a pas joué du tout. Le PSG ces derniers temps donne quand même pas mal de chance aux jeunes, hein. On peut pas. Oui, mais après il y a eu Aouchiche, il y a eu Kouassi. Aouchiche a eu du temps de jeu aussi, hein. Moins que Kouassi certes, mais Moins après que Kouassi, tu vois. c'était dans un poste plus compliqué aussi, hein. Et il avait joué à Metz l'année dernière où il était titulaire, etc. Mais voilà, Kouassi. Il n'avait pas été super bon en plus. Voilà, mais Kouassi, il a pris Kouassi, il avait été excellent en direct ou très intéressant. Il avait pris ses minutes et je pense que Leonardo, ça a dû lui faire un coup aussi. C'est que le gamin, tu l'as tout donné, il aurait pu être titulaire en 8e de finale de Ligue des Champions. Et puis au final, il a décidé d'aller au Bayern. Ouais, c'est l'entourage, hein, on le sait. Hein, on le sait que l'entourage des joueurs, surtout des jeunes du PSG, c'est un entourage qui est très perfide, on va dire, qui est très facilement entre guillemets corruptible, donc influençable, voilà. Donc en gros, c'est très compliqué même pour un grand club comme le PSG de pouvoir gérer ces entourages-là. Donc forcément, quand on a ça, quand on a des Aouchiche, Kouassi, à l'époque, il y avait encore les Coman, Nkunku, qui maintenant brillent. Donc forcément, il fait attention. Donc, mais c'est bien en tout cas, c'est un bon message envoyé aux jeunes. Comme quoi, quand t'es jeune et que t'es bon, tu peux jouer à Paris. Donc c'est bien, c'est un bon message pour la suite. Maintenant, on attend tous la Ligue des Champions. On pense fort à Aouchiche qui doit s'amuser à jouer le maintien. Et je voulais juste dire un truc par rapport à Pochettino que j'ai vu là il y a 2 jours et j'ai trouvé ça vraiment fabuleux. C'est que ça faisait du coup 2 mois qu'il est arrivé à Paris et ça faisait 2 mois qu'il voulait venir à la rencontre des supporters, etc. C'était même pas un coup de com', rien du tout. Ouais, et il a été au magasin des Champs-Élysées avec quelques membres du staff. Et voilà, il a passé 40 minutes à parler avec les supporters, etc. Juste félicité pour vraiment ce petit moment. C'est partie du FC communication de Lucas. Non, mais là, tu vois, c'était. Lucas, si Sampoli arrive à la boutique officielle de l'OM au stade Vélodrome, qu'est-ce que t'en penses? S'il prend le dernier ensemble aux couleurs noires et jaunes, honnêtement, je le féliciterai pour son bon goût. Et s'il prend un maillot de Michael Cuisance? J'espère qu'il s'arrêtera juste prendre le maillot, mais qu'il ne demandera pas à Pablo Longoria de lever l'option d'achat. Ok, on a spoilé un peu ce que tu avais à dire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur ce Dijon PSG, Doumam. On va passer à dimanche où Monaco s'est imposé, on l'a dit en introduction, face à Brest. Il n'y a pas Maxime, donc tant pis pour lui. On va revenir brièvement sur ce match. Voilà, Monaco a longtemps poussé pour s'imposer. Larsonneur a sorti des parades monstrueuses, a repoussé un penalty de Wissam Ben Yedder en première mi-temps. Et au final, Monaco a fini par trouver la faille en fin de match, on va dire. D'abord par Jovetic à la 76e sur un super but. Et Kevin Volland à la 90e a mis le deuxième but. Cette prestation brestoise était un peu pas inquiétante, on va dire, mais ils ont jamais réussi à mettre en place leurs idées de jeu qu'on a vu depuis le début de saison. L'équipe de Kovac a clairement bien lu la formation adverse et du coup, voilà, c'est rendu le match très facile. Non, Lucas, je crois que tu l'as vu en partie le match. C'est ça, ouais, je regardais ça et ouais, un petit Brest qui s'en est remis à son gardien pour survivre et ouais, bien loin de ce qu'a pu faire Olivier Dalaglio sur l'ensemble de la saison. Ouais, c'était assez décevant, surtout que l'opposition, c'était une opposition de style assez sympa. C'est deux équipes qui sont toujours très joueuses et malheureusement, il y a que Monaco qui
est resté fidèle à ses idées de jeu et ça a mis du temps à payer parce que l'Arseneur il repousse, il le repousse, il arrête un penalty, il le capte parfaitement et il repousse de nombreuses tentatives en seconde mi-temps jusqu'à Stefan Jovetic qui à un quart d'heure de la fin à 20-25 mètres fixe plein axe et un vrai but d'attaquant. Place le ballon au ras du poteau, petit filet, le gardien brestois ne peut rien faire et Kevin Volland vient crucifier les Bretons dans le temps additionnel. Monaco qui est de plus en plus rassurant en défense, même si là c'est certainement lié au fait que les Brestois ont très peu tenté, mais on les a sentis un peu plus sereins. Donc c'est assez rassurant pour une équipe qui, en tout cas, même si eux ils le prétendent pas, peut prétendre au podium, voire peut-être au titre. Donc une équipe franchement qui est toujours aussi agréable à voir jouer. Ils étaient dans le contrôle sur ce match. Ils ont jamais paniqué, alors que quand on voyait le temps filer, on se disait aïe, ça sent le 0-0. Brest va reculer de plus en plus parce qu'ils allaient refaire une Lille un peu là quand ils avaient tenu un échec Lille. On pensait que c'était ça, ouais, exactement. Mais bon, l'Armada monégasque en attaque, à un moment donné, elle fait craquer parce que il y a ceux qui débutent, mais il y a aussi ceux qui rentrent. Et quand tu peux te permettre de faire entrer justement des Jovetic, des Golovin, enfin ça change tout. Et d'ailleurs Golovin est décisif sur les 2 buts avec 2 passes D et Jovetic ouvre le score. Donc super prestation de l'ASM et coaching gagnant de Niko Kovac. Ouais, et puis Monaco, du coup, revient à 1 point du podium de Lyon et n'est plus qu'à 4 points de Lille. Hein. C'est vraiment la grosse opération au classement. Et ça promet vraiment une lutte à 4, comme on l'a dit en intro, sur ce... Et ils reviennent de loin, parce qu'on se rappelle quand ils perdent contre l'OM, ils sont sur une série, je crois qu'ils viennent aussi de perdre contre Lille. Ouais, c'était c'était en novembre, c'était horrible, non? Novembre-décembre, un truc comme ça. Ouais, ça. Exactement, et je crois que d'ailleurs après l'OM, c'est là depuis ils sont sur une série de 13 matchs sans défaite, et c'est une équipe qui donc sur les statistiques monte en puissance, mais même dans le plan du jeu, elle fait de plus en plus peur. C'est vraiment un rouleau compresseur. Ça joue à l'allemande, hein. Ça joue à l'allemande. Ouais, c'est clairement. Les lignes et tout, ça bouge incroyablement bien. C'est dingue. Le problème, c'est que ça défend aussi comme à l'allemande, et c'est ça qui fait qu'ils ont perdu énormément de points en première partie de saison. Là, ça semble aller un peu mieux. Si ça tient sur les 11 journées restantes, il y a peut-être une équipe du trio tête qui va devoir laisser sa place et c'est peut-être celle qui n'a pas réussi à s'imposer au Vélodrome. Oula, oh là là. Alors avant de parler de ce match, il faut laisser un peu la parole à Leandro encore pour nous parler de ce Nîmes Olympique FC Nantes. Leandro, vas-y, je t'en prie. Lucas d'ailleurs l'a vu aussi, hein, je tiens à le dire. Non, mais ça va être c'est rapide. C'était pas un match super intéressant, c'était pas très très beau, on s'attendait pas non plus à la rencontre de l'année. Je pense que Nîmes a rapidement été débordé par Nantes qui je pense que c'est vraiment le système Comboiré. Enfin, début de match depuis que Comboiré est là, c'est souvent comme ça. Début de rencontre tonitruant et puis ça va défendre à 15 derrière et puis voilà. Et puis enfin le début de match est totalement mérité pour Nantes, absolument. Je pense que le but d'Imran Louza, en plus il tape le poteau et quand il tape le poteau, je me dis non, à tout moment ça sort. T'as une mini-seconde où tu te dis le ballon il sort, mais non, il rentre direct. Mais non, De Blas, je suis désolé, De Blas, oui. Et du coup non, c'était une rencontre où voilà, Nîmes a quand même cherché et je pense que Nîmes jusqu'au but de Moussa Koné qui permet de revenir à 1-1, on n'est pas très comment dire, très incisif. À partir du moment où on rentre dans les 30 mètres, on n'arrive pas à aller au bout des actions, tu vois. Et après le but, bam, réveil, on se dit ce match on peut le gagner. Et une fois qu'on a trouvé la fin, sont lâchés. Ouais, c'est ça, exactement. Les crocos étaient lâchés. La fin de match est énorme. La fin de match est vraiment abusée, franchement. Mais je sais pas ce que t'en as pensé, Lucas. Mais moi, j'ai trouvé ça dommage, tu vois, qu'on n'ait pas cette mentalité du ouais, on va aller chercher la gagne tout le match. Genre, tu vois. Après, c'est un truc que j'ai l'impression que Pascal Planck a vraiment dans son ADN de jeu, c'est qu'il aime beaucoup les hold-up. Et dans nos derniers matchs, on le voit souvent. On marque beaucoup dans les dernières 15-20 minutes, tu vois. Où ça va chercher le hold-up, ça va chercher aller chercher au moins 1 point ou les 3 points, etc. On se rappelle contre Dijon, le match est catastrophique jusqu'au premier but. Et à partir du premier but, bah voilà, on cale le deuxième et au final, on gagne la rencontre sans grand problème. Mais là, pour le coup, putain, j'y pense encore à la tête défendue là
Par Lafont, là, vraiment, elle était magnifique et c'est dommage. C'est dommage qu'on gagne pas, mais c'est un point nul très très bien. En 15 jours, on a pris 10 points sur 12 possibles. Tu peux pas demander plus à une équipe. Mais Nîmes Mais est je pense que barragiste. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'en fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est que là, la série, elle est déjà énorme et que Pascal Planck Ah oui. voit un petit peu tous les matchs de foot comme s'il était une calculatrice. Il sait que chaque point est important et il les joue vraiment parce que là, la série, c'était très important, je pense, de pas perdre contre Nantes. 10 points sur Les 4 derniers. Ouais. Les 4 derniers matchs, c'est ça. Non, c'est une super série. C'est un truc qui laisse en confiance. Et là, la série justement, il reste invaincu. Il y a de cette première mi-temps qui laisserait des regrets parce que la première mi-temps de Nîmes, elle est vraiment. On vraiment propose mauvaise. rien. C'est-à-dire que Nantes, les défenseurs nantais n'ont rien fait. Alban Lafont, j'en parle même pas. Il n'a même pas eu arrêter une frappe. Il n'y a pas eu un seul tir. En seconde période, c'est un peu mieux, mais comme tu disais, ça reste bloqué aux 30 mètres. Impossible de se créer une vraie occasion. Et à la fin, Moussa Koné profite d'une relance contrée pour égaliser. Et la fin de match, par contre, ouais, il y a 2 grosses occasions et les Nantais s'en remettent à la fond pour repartir avec un point, mais ça aurait pu tourner dans l'autre sens. Ils auraient pu faire la même chose qu'ils ont fait contre Dijon et même contre Lorient, même si c'était sur penalty. Mais c'est quand même encourageant ce qu'on voit de Nîmes depuis l'arrivée de Pascal Planck. Et pareil, il y a peut-être une équipe qui est devant, qui en dehors de la zone rouge, qui va peut-être devoir laisser sa place parce que les Nîmois, s'ils restent sur cette série-là, les Stéphanois, il va falloir qu'ils fassent attention. Lorient, même si ça joue bien, pareil, ils ont qu'un seul point d'avance. Ça va être à surveiller. Mais confiant pour les Nîmois. Points d'avance, par exemple. Cette année, en haut et en bas, ça va être la vraie guerre. Hein. Franchement, c'est super intéressant la Ligue 1, même pour les places européennes aussi. Donc, je pense qu'on n'a jamais. Enfin, ça fait longtemps que moi je me souviens pas qu'on a eu. Après, tu vois, le championnat a quand même baissé en qualité, je trouve. Clairement. Qualité technique, oui. Techniquement, surtout moi techniquement, je trouve ça flagrant que techniquement, voilà quoi, on n'a plus de joueurs enfin, on en a quelques-uns les joueurs de foot, et dès qu'il y en a des joueurs techniques comme Fèvre ou comme Ferrat ou comme ils sortent du lot directement parce que t'as pas d'autres joueurs comme ça dans la même équipe. T'as un joueur, un profil technique vraiment dribbleur, provocateur et tout, et t'en as pas plusieurs, et c'est trop bizarre. C'est vrai que je comprends pas. Mais c'est une volonté aussi des clubs et des directeurs sportifs et voilà, de la mentalité un peu Ligue 1 qu'il faut essayer de s'en sortir. Après, il y a quand même des clubs qui commencent comme Lens, qui proposent du jeu, comme Metz aussi, comme en Ligue 2 aussi, où on voit que en Ligue 2, il y a de plus en plus de tu veux dire Clermont? C'est Maxime qui te fait passer des messages, c'est ça? Clermont, j'aime beaucoup. J'ai vu là encore, ça joue super bien. Il y a aussi Auxerre, avec Jean-Marc. Voilà, il y a Auxerre. Il y a Troyes. Franchement, Troyes, j'ai vu Troyes, mais Troyes, c'est. Troyes, c'est l'investissement du fonds de City, ça a donné des ailes en vrai. Non, mais Laurent Baclès, Laurent Baclès, voilà. Ah oui, mais c'est pas la première saison d'ailleurs, hein. Rien que la saison dernière, je crois qu'ils se battaient pour la montée aussi. Ouais, donc il faut sortir un peu de ça, mais c'est vrai que moi je trouve surtout que c'est techniquement en fait que la Ligue 1 perd, et physiquement la Ligue 1 a toujours été physique, mais techniquement, on a moins d'artistes quoi. Et après on verra comment ça va donner dans le futur. Mais ouais, Nîmes effectivement pour rebondir sur ce que dit Lucas, Nîmes c'est pas mal hein, et je suis d'accord avec lui aussi. Je pense qu'il y a une équipe qui est pour l'instant qui se pense sauvée, qui risque de passer en dessous. Et c'est vrai que Saint-Etienne, il faut commencer à s'inquiéter. Moi, je veux pas refaire mon Leandro Prono, mais ça y est, c'est reparti. J'avais dit en début de saison que Saint-Etienne jouerait la place de play-off, que là après on en avait reparlé en janvier. Nantes, tout se passe comme prévu, et du coup je voulais ajouter à la dernière victoire de Nîmes, j'ai fait mes calculs et normalement, pour moi, on allait toucher les 19 points. Il en reste 18 à choper avant la fin de saison. Pour moi, ils sont j'ai regardé match après match, tout en étant très objectif. En gros, à la fin de la dernière rencontre, donc contre Lorient, je me suis posé devant le calendrier, tu vois, et j'ai noté 1 point à ce match, 3 points à ce match, 0 points à ce match. Ah, donc pour toi, Nîmes aura 44 points là. À la fin de la saison. On verra ce que ça en donne, mais pour moi, c'est faisable. Et comme vous avez dit, je pense que vraiment Saint-Etienne, ça va être très compliqué. Et une équipe où vraiment, on oublie beaucoup, c'est Strasbourg qui a vraiment des hauts et des bas. Il suffit qu'ils enchaînent 3 ou 4 bas là pour que les choses commencent à devenir très compliquées.
pas mal déjà. Bah, 40. Je pense que cette saison, les équipes se maintiendront à 39. Donc, je pense. Donc, Attention à noter, si Leandro a parlé, c'est que ça va se passer, les mecs. C'est que ça va se voilà, passer. on a fini sur Nîmes et puis sur Multiplex, on l'a dit tout à l'heure, de 15h, qui n'avait pas grand-chose à parler. Lille, voilà, on a aussi dit l'essentiel, c'est que les Lillois ont arraché un match nul inespéré pendant longtemps. Christophe Galtier expliquait même que ça pouvait être considéré comme un miracle. Lille reste premier avec 2 points d'avance sur le PSG avec ce match nul. Mais voilà, PR a peut-être une opportunité de prendre 2 points sur Lyon, puisque Lyon a fait match nul sur l'OM. On va justement en parler. Lucas, qu'as-tu à nous dire sur ce match? Je t'en prie, c'est un climat particulier, on l'a dit tout à l'heure. Donc vendredi, Jacques-Henri Hérault est remercié, alors pas licencié, mais replacé dans un poste fictif presque, ou du moins sans aucune importance. Pablo Longoria est nommé président. Jorge Sampaoli arrive en tant qu'entraîneur à Marseille jusqu'en 2023. Voilà, Marseille, j'ai envie de dire, les problèmes sont presque derrière l'OM, là. C'est ça, ouais. Les problèmes administratifs et des dirigeants semblent être réglés, mais sur le terrain, il fallait quand même en découdre face aux Lyonnais qui avaient parfaitement commencé la rencontre. Le 4-3-3 de Rudy Garcia, il permet à l'OL de remporter la bataille au milieu de terrain facilement face au 4-2-3-1 de Larguet qui s'en remet à Boubacar Kamara et Pape Gueye, mais se retrouve noyé très rapidement. L'OL arrive très facilement à casser les lignes marseillaises. Les Phocéens derrière n'arrivent pas à suivre les dépassements de fonction de Paqueta ou le décrochage de Memphis Mendes. Du coup, au bout de 21 minutes, malheureusement, ça se fait cash. Et Karl Toko Okambi, il est à la conclusion d'une action qui part d'un côté, qui part de l'aile droite et vient se finir du côté gauche. La défense marseillaise est complètement à l'arrêt et se fait battre de tous les côtés. Tout le monde est responsable. Évidemment, Paul Lirola et Nagatomo sont absents, mais bon, vraiment tout le monde peut avoir des regrets. Et malheureusement, après ce but, cette équipe, elle est bel et bien dirigée par Rudy Garcia. Donc tout ce qu'on aura vu de bien, voire même d'excellent sur ces 20 premières minutes, ça va disparaître du côté de l'OL. Je ne sais pas ce qui se passe. Que vraiment la domination qu'on voit, je pense que tous ceux qui étaient devant le match se sont dit bon, l'OM va s'en prendre 3 ou 4, ça y est, c'est plié. Et finalement, petit à petit, sans que Nasser Largué ne change quoi que ce soit à son plan de jeu et sans que les Marseillais ne changent forcément d'attitude, l'OM prend de la hauteur sur le terrain, les Lyonnais eux reculent, les coups de pied arrêtés se multiplient. Sur l'un d'eux, Pape Gueye décoche une frappe aux 20 mètres et qui vient toucher le ventre puis le bras de Paqueta. On reviendra, je pense, un peu dessus parce que ça a fait beaucoup parler. Benoît Millot, lui, siffle penalty et donne un carton rouge au Brésilien. Je ne sais pas si c'est pour contestation ou si c'est juste pour la main, mais en tout cas, voilà, ça semble quand même assez sévère. Milik se charge de le tirer et prend un contre-pied Anthony Lopez. Ouais, parce que la protestation est pas méchante. Hein. Ouais, je sais pas. Les caméras, j'arrive pas à me faire une idée. Je crois pas. Non, je pense que c'est pour la main. Il considère que la balle allait vers le but et que du coup, parce que donner un jaune sur une protestation comme ça, il y a des protestations méchantes ou véhémentes. Là, Lucas Paqueta, pour le coup, semble plutôt respectueux, du moins sans le son, il semble plutôt respectueux. Ouais, il a passé 20 minutes à montrer son estomac, mais bon. C'est vrai oui, voilà, ça arrive. Mais... Elle avait peut-être marre. Non, mais donc du coup, voilà, pour un peu resituer la première mi-temps, au retour des vestiaires, pareil, on se dit bon, allez, les Lyonnais, ils sont pris un coup derrière la tête avec cette égalisation, ils vont revenir des vestiaires dans le même état d'esprit que dans lequel ils ont commencé ce match. Pas du tout. Je sais pas ce qui s'est passé, mais Lyon fait une seconde mi-temps vraiment extrêmement mauvaise. Les Marseillais sont pas bons, honnêtement. L'OM n'a pas été bon. Les leaders comme Thauvin et Payet perdent énormément de ballons. Ils ne réussissent quasiment rien de ce qu'ils parviennent à entreprendre. Et on voit aucune des deux équipes pouvoir marquer. Et il y a un carton rouge pour Paqueta qui décidément doit pas être un ami à Monsieur Millot. La faute elle est énorme quand même. Là il arrive vraiment en retard sur Dimitri Payet. Il met une grosse semelle et il se prend donc un second carton jaune. Se fait exclure à 20 minutes de la fin. Les Marseillais passent le match à jouer très haut, mais ils mettent pas en danger Anthony Lopez. Il n'a pas eu à sauver les siens. Les Marseillais, les Lyonnais, reculent, mais au final, aucune action vraiment très dangereuse. Et t'as le but de
de Paille qui est finalement hors jeu. Ouais, hors jeu, ouais. C'est l'avertissement, on va dire, de Lyon à Marseille, genre. C'est ça, ouais. C'est juste après pas l'exclusion. Voilà, c'est ça. Attaquez pas trop parce que on peut vite sur un. Il y a eu la sensation en seconde mi-temps que en fait tout le monde s'est dit les gars, un partout c'est peut-être bien pour tout le monde. Allez, on en reste là. Et je passe sous silence l'entrée de Ryan Cherki qui a été très bon. Je vais laisser le plaisir à Doumam d'en parler. Moi, par et contre, de Michael Cuisance. Je peux, si vous voulez, on peut passer les 6 prochaines heures et je peux vous expliquer point par point pourquoi Michael Cuisance est le joueur le plus nul de l'Olympique de Marseille, de l'équipe première jusqu'au U13. Bon, je sais pas si on a le temps, mais. Non, mais après, plus globalement, comme tu l'as dit, avant de revenir à Cherki, on va dire que c'est le point positif de Lyon. Faut quand même revenir sur Paqueta. Tu l'as expliqué, la frappe de Gay, il touche le bras. Ça a fait beaucoup débat. Je pense que limite, même dans ce podcast, on n'est pas tous d'accord sur le coup de sifflet ou pas. Je pense. Toi, Leandro, qu'est-ce que t'en as pensé d'abord? Très sincèrement, je pense que... Que dire de plus? On est une fois de plus pas d'accord. Parce que ni la VAR, ni le règlement sont en accord dans ce qui se dit, tu vois. Normalement, on siffle pas penalty. Sauf que le problème étant, on a déjà sifflé des penaltys comme ça cette saison. Et que la VAR, en ayant toutes les caméras possibles et inimaginables, et en ayant le règlement soi-disant en tête, bah, il considère qu'il y a penalty, tu vois. Donc, une fois de plus, on est dans une situation où, pour moi, le penalty est débile. Pour moi, il est inutile, enfin, il n'y a pas lieu d'être. Sauf que, frère, moi, je me mets à la place des Marseillais et pareil, on prend, tu vois ce que je veux dire? C'est normal qu'ils disent... Enfin, pour moi, c'est normal qu'un Marseillais considère ça penalty parce qu'il a déjà vu dans d'autres matchs. Donc, tu vois, on peut pas leur reprocher de dire, ouais, pour moi, il n'y a pas penalty. Donc, pour moi, c'est juste qu'une fois de plus, on n'est pas bon ni dans les règlements, ni dans la VAR. Donc, bah, écoute, est-ce que le match, du coup, ça prend une autre tournure? Oui. Mais moi, pour moi, enfin, c'est juste qu'on est débile une fois de plus, et je le répète, et je suis un profond pro-VAR, hein. Vraiment, je trouve que la VAR, c'est quelque chose de très bien, mais qu'on l'utilise mal et qu'on sait pas l'exploiter encore. Mais après, moi, là, je trouve que c'est pas un problème de... Enfin, si c'est un problème de VAR, si, c'est un problème alors, sachez que, comme d'habitude, la VAR n'intervient qu'en cas d'erreur manifeste. Là, voilà, si Monsieur Millot décide qu'il y a penalty, l'erreur n'est pas manifeste que ça. L'erreur manifeste, on l'a déjà dit. C'est en gros, est-ce que, par exemple, je sais pas, Marseille avait touché le ballon de la main avant? Est-ce qu'au final, il y avait une faute dans la surface? Il avait pas du tout touché le ballon de la main. Mais le seul truc, c'est qu'en fait, c'est exactement ça. C'est que s'il y a une erreur manifeste, le seul problème, c'est qu'en fait, c'est un problème qui a trop de nuances, comme depuis des années dans le règlement. Oui, voilà. L'erreur manifeste s'applique. Le erreur manifeste s'applique à toutes les sauces, j'ai envie de dire. Quelqu'un va dire qu'il lui touche quelque chose de subjectif. Ça peut être manifeste pour toi, ça peut pas l'être pour moi. Non, mais exactement. Non, mais je pense qu'on n'est pas. Là, en soi, le ballon touche la main, ça c'est une évidence. Oui, mais. Après, est-ce que c'est une erreur manifeste que Monsieur Millot ne voit pas le ballon rebondir sur le torse? C'est là la question. C'est là en fait le débat autour de la VAR. Est-ce qu'elle doit intervenir dans tous les cas? Donc, mais moi, gros, je pense que totalement. L'arbitre central n'aurait donc plus aucune importance sur le jeu. Mais pas forcément, puisque. Si. Mais non, pas forcément, Julien, puisque il y a certes des fois où. Enfin, des fois, on utilise la VAR à tort et à travers, et des fois, les arbitres, ils se plaignent pas de passer 4 minutes pour regarder un possible penalty, tu vois. Mais le problème, c'est que si on veut utiliser la VAR, pour moi, il faut que ce soit systématique sur toutes les actions, et s'il y a une révision à être faite. Le rôle de l'arbitre central existe presque plus dans la surface. Bah si, il existe, puisque si, par exemple, lui, il siffle, mais que la VAR, elle voit qu'il n'y a rien, on dit rien, tu vois ce que je veux dire? Mais si il voit qu'il y a... pour moi, tu vois, c'est là où il faut utiliser la VAR. C'est dans une complémentarité, tu vois. Il faut que la VAR, faut pas que la VAR remplace les arbitres, mais il faut que ce soit complémentaire. Oui, mais là, la complémentarité, elle a lieu d'être pour toi, là? Parce que là, en soi, Bonomio voit une main. Il la siffle, il y a une main, ça c'est... Dans tous les cas. Oui, mais ça, de toute façon, il y a une main. Mais le problème, c'est que, est-ce que la main, lui, dans la vitesse, nous, on le voit à vitesse pas réelle. Mais tu vois, genre là, ça change totalement le cours du match. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où pour moi, la VAR, erreur manifeste ou pas, ils sont obligés de lui dire au moins dans l'oreillette, attends, on vérifie, tu vois. On est en train de parler d'un Olympico. Mais le seul problème, c'est que là, si la VAR, elle
elle dit, je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, elle l'arrête, elle dit, attends, Benoît, faut qu'on voit quelque chose. Il va leur falloir 6h30 pour relire le règlement et se dire, est-ce qu'on est dedans ou pas? Parce qu'il y a, je te jure, tu le lis, il y a trop de subtilité parce que tout le monde a sorti l'extrait, même Lyon. Ouais, mais ça, pareil, too much un peu. En disant, oui, attention, si ça touche le corps et après la main, il n'y a pas faute. Ok, d'accord, mais si tu lis tout, ça te dit aussi que si la position du corps n'est pas naturelle, ce qui est le cas de Paqueta, et que le bras augmente la surface du corps, ce qui est le cas puisque son bras est au niveau de l'épaule, il y a penalty. Donc tu le lis dans un sens, tu siffles pas, tu lis dans un sens, il faudra un jour, et ça va arriver, que les gens se mettent autour d'une table et disent c'est simple, il y a main dans la surface, si le ballon touche la main, il y a penalty. Et pour le coup, en plus, ils l'ont plutôt bien fait. Ils l'ont plutôt bien fait en phase offensive où ils ont dit dès qu'il y avait une main offensivement, le but était annulé. Là, voilà. De manière en attaque, ils ont réglé le problème. Vas-y, par contre, dommage, je voulais juste rajouter ça. Vas-y, je te laisse intervenir. Mais et vous avez toujours pas, enfin, je comprends pas moi les pro VAR. Franchement, on le voit qu'il y a des gros problèmes avec la VAR. On a les mêmes problèmes qu'on avait avant. On a les mêmes problèmes. Je suis pas d'accord. Les mêmes problèmes plus tard. Bah, attends, là. C'est quoi une opposition naturelle? On a tous joué au football. Le mec, il est là, il est devant, il se tourne, le ballon, il va sur son genou, il va sur sa main. Et après, on dit, est-ce que ça, c'est une opposition naturelle? Oui, quand on joue au foot, Paqueta, le fait qu'il fasse ça, c'est une position naturelle. Donc, il est en train, il va contre, il veut essayer de contrer le ballon. Quand on joue au foot, on n'est pas comme ça devant un piqué, ou alors effectivement, fallait qu'il mette ses mains dans le dos, mais franchement. Mais le problème qu'il y a de même, c'est qu'à l'époque, quand il n'y avait pas la VAR, on se plaignait qu'il n'y avait pas. Enfin, en fait, aujourd'hui, on se plaint parce qu'on l'a et qu'elle est mal utilisée. On se plaint parce qu'elle est mal utilisée et que les règlements ne sont pas assez cohérents, je pense. Donc, je rejoins ton côté où, pour moi, la VAR actuellement, elle n'est pas assez bien utilisée. Mais moi, je me souviens de matchs où à l'époque, des finales de Ligue des Champions, où ça se plaignait pour une agression. Huitième de finale. PSG, ça fait partie du folklore. Si à l'époque, non, mais non, ça fait pas partie du folklore. Rappelle-toi, si Lyon, s'il y a penalty à l'époque là contre l'Ajax, si je dis pas de bêtises. Non, le PSV. Contre le PSV, s'il y a penalty, ça change tout. Mais ça change tout. Alors à ce moment-là, il fallait contre PSG la remontada, Di Maria. Mais ça change tout, mais totalement. Rouge, mais tu vois ce que je veux dire? Mais moi pour moi ça change tout. C'est obligatoire. Dans ces cas-là, oui. Sauf que la VAR c'est quoi? Maintenant c'est est-ce qu'il y a penalty, est-ce qu'il y a main? Est-ce qu'il y a main? Le ballon rebondit je sais pas où, le ballon il va je sais pas où, le ballon si le mec il tire, le ballon va grave au-dessus de la cage. Par exemple comme Kipembe par exemple le jour contre Manchester United. Et là d'un coup on dit il y a penalty. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Il y a aucune logique là-dedans en fait. C'est un problème de règlement. Moi je pense que c'est un problème de règlement et d'utilisation de la VAR. Mais les mecs, je vous assure que si à l'époque, il y a encore 4 ans en arrière, quand la VAR est arrivée, il y avait très peu de personnes qui étaient sceptiques. C'est un truc qui est utilisé dans quasiment tous les sports. Quasiment tous les sports. Ouais, tu regardes en NBA, t'as les révisions. Mais pareil, mais le foot, c'est comme tous les autres sports, mec. Elle est spécifique, tu vois. Genre même au tennis, tu vois, par exemple, ils ont mis, t'as des challenges, t'as un temps par match, tu utilises quand tu veux. Et on regarde. Ensuite, t'as le rugby, t'as le foot américain. C'est que sur certaines actions, c'est que sur certaines périodes. Enfin, tu vois, c'est assez. Mais au foot américain, sur toutes les actions. Mais tu vois ce que je veux dire? Mais je suis d'accord avec vous, les mecs. Je suis d'accord avec vous. S'il te plaît, ne transforme pas le ballon au football américain. Non, mais je parle dans le règlement. L'utilisation de la VAR, pour moi, elle est existentielle. Moi, pour moi, c'est existentiel. Rien qu'à partir du moment où t'as des joueurs, des fois, qui agressent d'autres joueurs et que l'arbitre ne voit pas parce qu'il a le dos tourné ou X ou Y et que derrière on l'expulse, c'est mérité et c'est obligatoire. C'est quelque chose qui devrait être obligatoire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas bien utilisé. En fait, moi, ce qui me dérange avec la VAR, et je te le dis honnêtement, c'est qu'en fait, ça déresponsabilise l'arbitre central. Alors que l'arbitre central, ça l'aide. Lui, non, ça le déresponsabilise. Dans le foot, maintenant, les arbitres prennent plus aucune décision. Si on leur montre un ralenti de la VAR, ils sifflent directement. Ils sifflent direct. On dirait que dès que, c'est très rare, quand on lui dit, ah, là, il y a penalty, ou là, il y a quelque chose, qui va voir la vidéo et qui dit, non, je reste sur ma décision. Il y a que les gros arbitres qui font ça. Et là, bizarrement, il y a eu aussi ce scénario-là à Manchester United-Chelsea, où il y a une main dans la surface. Et d'ailleurs, ça fait encore grand bruit aujourd'hui, c'est que l'arbitre aurait dit, selon Luke Shaw, que l'arbitre n'allait pas siffler penalty, sinon ça allait faire beaucoup parler.
Il y a ce côté où c'est un peu une main pareil dans la surface sur. Évidemment, mais de toute façon, quand sur tu prends une décision, quand sur- t'es arbitre, que tu prends une décision, faut pas se leurrer. Vous parliez de Barça, vous évoquiez des erreurs qui étaient pour le coup manifestes dans le passé dans des grandes rencontres. Un arbitre, il prend pas que la décision par rapport aux lois du jeu. Il a sa vie privée. Il sait très bien que selon s'il prend une sanction contre un gros club et contre un petit club, on en parlait il y a 2 semaines, je crois. Ben, c'est pas les mêmes, il y aura pas les mêmes dégâts derrière. Enfin voilà, mais ça après c'est la vie, c'est pas une histoire de VAR ou de pas VAR. Mais je pense que ça mélange de plein de choses. La là, VAR, elle a mauvais règlement. Les arbitres, eux, ils commettent des erreurs. Les hommes qui sont derrière dans la VAR ou l'arbitre lui-même l'utilise mal. Mais c'est un ensemble de tout. Et demain, il y aura dans le foot, il y aura jusqu'à la mort des erreurs. Mais là, je suis plutôt d'accord avec toi, Lucas. T'as bien expliqué que les exemples qu'on a sortis, c'est des erreurs manifestes. Que ça soit la remontada, ou le penalty sur le Nilmar, ou voire même la main de Kimpembe. Là, c'est une erreur mais manifeste parce que l'arbitre a clairement pas les yeux en face des trous et ne voit pas la faute ou la non-faute. Le problème d'hier, c'est qu'au final, l'arbitre Benoît Millot siffle une main, il y a une main. Après, la question, c'est son interprétation. Et donc, c'est dans l'interprétation que Benoît Millot a faux. C'est pas dans le fait de siffler une main qui n'existe pas, en fait. Il a faux par rapport à l'interprétation, par rapport à toi, l'interprétation que tu as de la. Non, mais oui, non, mais t'as compris ce que je veux dire. Peut-être que pour lui, réellement. Non, mais t'as compris ce que je veux dire, c'est que chaque fois qu'il y a ça, il siffle le pénalty. Non, je me suis mal exprimé. Je me suis mal exprimé, mais ce que je veux dire, c'est que là, en soi, il n'y a pas d'erreur manifeste. Ça, moi, je te rejoins là-dessus. C'est juste lui et son interprétation du règlement. Ouais, ça. Mais là, moi, je te rejoignais plus sur le côté. Pour moi, cette main-là n'est pas une erreur manifeste dans le sens où la main, elle y est. Et qu'après, c'est normalement, enfin, quand on suit ce terme erreur manifeste, c'est une erreur qui est inconcevable ou qui ne peut pas être faite. Là, la main y est, Benoît Millot voit la main. Est-ce que la VAR doit intervenir parce que pour dire il y a une main, mais il touche peut-être de la main, enfin du torse avant. Dans ce cas, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, l'arbitre ne peut plus prendre de décision. Ouais, mais je pense que l'Ouest, du coup, c'est ça, mais il faut, il y a beaucoup de choses à changer, notamment peut-être sur la VAR, mais même sur le règlement des mains, il doit changer. Le OM Lyon de 2015 avait permis, c'était mine de rien l'incident qui avait fait que il y avait eu la goal line, je sais pas, peut-être que celui-là il va permettre de changer le règlement des mains parce que c'est insupportable juste parce qu'en plus il y a une injustice et je glisse ça en même temps. Oula. C'est que par exemple, et je vais prendre un joueur du PSG pour pas être chauvin, Marquinhos défend constamment les mains derrière le dos. Lorsqu'il sait que le gars peut s'entrecroiser, il au maximum du temps. Donc juste par exemple, tu vois, sur la frappe de Pape Gueye, si ça avait été en avant. Oui, mais c'est justement, c'est un défenseur et pas un milieu. Ça, c'est une erreur de milieu de terrain. C'est une erreur de mec qui défend moins. Ça, ouais, mais c'est une erreur de mec qui a un contrat pro, qui est footballeur professionnel. Moi, je le fais aussi chill, mettre les mains derrière le dos. Ah, ok, merci. Tu nous filmes ça. Il faut qu'on le propose pour, je crois qu'il y a un joueur appelé Cuisance à remplacer à l'OM. Il y a moyen qu'on envoie Lucas, là. Ouais. Allez, les gars, moi, je ne provoque aucun penalty, à part sur des tacs, mais je ne fais jamais. Non, mais après, oui, de toute façon, le règlement doit changer. Mais il y a même, on l'avait relayé cette semaine sur notre compte Twitter, il y a même rien que le fait d'ouvrir les micros des arbitres pour qu'on comprenne. Ah, ça changerait tout, ouais. Là, la discussion, autant, il y aurait vraiment ce côté-là où l'arbitre du VAR dirait, bah, c'est pas une erreur manifeste pour moi, tu prends ta décision, point. Voilà, ça serait après ça, on le sait, et il avait fait en Coupe de la Ligue et il avait arrêté. C'est dans la tête de la fédération, c'est un moyen de protéger les arbitres parce que. Mais c'est une honte, c'est une honte. J'imagine, c'est une honte. Non, mais c'est une honte. Je suis d'accord, c'est une honte, mec. Tu peux voir tout le monde, on entend tout le monde, on va lire sur les lèvres de A, B ou C, et ça fait 100 ou 120 ans que le football existe, et on n'est pas foutu, mec, de faire écouter les arbitres. Non, alors, c'est la FIFA qui refuse. Mais c'est une honte, c'est une honte. Justement, moi, ce que syndicat arbitral qui refuse, mais justement, ça ferait avancer le truc. Au contraire, peut-être que les Polonais auraient moins la haine ou seraient moins énervés face à Benoît Millot, où il y aurait des décisions qu'on comprendrait peut-être un peu plus ou peut-être pas. Au moins comprendre le raisonnement. Peut-être que derrière, on dirait quand même se tromper, mais on pourrait dire ok. Parce que justement, il est à côté de la plaque, mais il a expliqué, je sais pas, il était trop loin. Mais comme l'extrait avec Clément Turpin est très intéressant justement sur ça, où on voit Turpin qui dit ça doit aller vite. Voilà, on prend 1 minute ou 2, le mec lui dit direct, normalement il n'y a pas hors-jeu, mais on vérifie une dernière fois. Enfin voilà, au moins c'est fluide, c'est instinctif, on comprend la discussion des arbitres. Là, le problème c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils se disent, on ne sait pas si la VAR intervient,
si Havard lui dit il touche le ballon mais avec le torse, à toi de te faire une décision, on ne sait pas tout ça, tu vois. Mais moi, sur ce que je vous disais tout à l'heure, on prend la NBA, on prend la NHL, on prend ce que vous voulez. Les arbitres, depuis toujours, on entend tu vois, on les voit, ça, ils après, discutent. Leandro, tu prends des sports américains, c'est le côté spectacle aussi du. Ouais, c'est une culture différente. Mais c'est ce que nous, il nous faut aussi. Nous, on veut savoir ce que les arbitres se disent. On veut savoir ce qu'ils en parlent. Toutes les 10 secondes parce que la VAR intervient sur chaque faute. Mais non, mais je parle pas de ça. Non, je parle pas de ça. Je parle dans le sens de la communication des arbitres. Tu sais, les mecs, ils parlent, ils expliquent. Du rugby, par exemple. Et oui, exactement, l'exemple du rugby, tu vois, où tu t'entends. Enfin, je sais pas. Moi, je trouverais ça normal qu'on entende les arbitres. Et j'en suis sûr que des fois, il y a des trucs très intéressants qu'on passe à côté et on est là et on les insulte, etc. Alors que des fois, enfin, l'erreur est humaine. Et tu vois, peut-être que si on avait ce point de vue où on peut savoir ce que la VAR lui a dit, ce que lui il a pensé de cette action, ou peut-être ce que son arbitre de touche va lui dire, tu vois ce que je veux dire? Je pense que là, on aurait peut-être une autre compréhension de l'arbitrage et que tout deviendrait quand même plus facile. Enfin, c'est pas compliqué de foutre 4 micros dans... Attends, on est où là? On est en 2021 quand même. À un moment donné, sortir les doigts de voilà... Oula, on a énervé Andro là. Ah ouais, ça m'énerve. Pour finir sur ce débat, Doumam, pardon, on t'a pas trop entendu. Pour toi, tranche-moi tout ça. Est-ce que pour toi, il y a penalty ou non? Défoncer Andro. Pour moi, il n'y a pas penalty. Clairement. Ok, voilà. Pour moi, il n'y a pas penalty. Et c'est dit et c'est clair. Il faut arrêter. Il s'énerve aussi. Tout le monde s'énerve. Ah ouais, non, c'est bon. Il n'y a pas penalty. Tu peux pas sinon. Sinon, on arrête de jouer au foot. Ouais, mais Benoît Millot est peut-être un ami du PSG, de Lille et de Monaco. Et de l'OM. Mais l'OM. Franchement, on peut pas. C'est pas possible. Mais alors, est-ce qu'on parlerait... Je pense qu'on parlerait autant de cette main, mais le carton rouge, enfin le deuxième carton jaune rajoute aussi une plus grande importance à l'erreur, en fait, je pense. Ça, l'erreur, c'est aussi... Parce que vu qu'il en prend un sur cette faute-là, il prend le deuxième. Bon, le deuxième, j'imagine qu'il n'y a aucun débat pour tout le monde. Hein. Il y a au moins un jaune. Il y a au moins un jaune, sur sa semelle. Tu vois, est-ce que Leandro, ça rajoute pas, juste, comme je viens de dire, ce côté encore plus injuste? Mais ouais, oui et non, parce que, enfin... Après, le joueur, il est totalement conscient qu'il a déjà un carton jaune, tu vois, donc la semelle, il le sait qu'à tout moment, ça peut lui valoir un deuxième jaune-rouge. Oui, après, c'est pareil, c'est un tac de milieu de terrain qui maîtrise pas son geste, il va récupérer Exactement. le ballon. Il y va pas pour faire mal, mais non, côté, on lui a mis un carton jaune pour une main qui est, pour le coup, est-ce qu'il y avait besoin d'un jaune? On l'a dit tout à l'heure avec Lucas, est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'un jaune pour la main de Paqueta? Après, moi, dans cette situation-là, je te dirais non. Mais le problème, c'est que dans une situation lambda de penalty, moi, je te dirais oui directement parce que je trouve que le jaune, c'est le minimum, tu vois, au moins pour punir ses actions. Le rouge, je trouvais ça trop excessif à l'époque, tu vois, parce que ça. L'action d'une main que toi tu juges, que toi tu juges involontaire. Que moi je juge involontaire. Mais ouais, mais après le problème, c'est qu'il a sifflé penalty, donc pour moi, penalty égale au minimum un jaune. Ah, mais c'est pas obligatoire, ça, c'est déjà arrivé. Oui, mais je sais très bien, mais je te dis, moi, pour moi, tu vois, de mon point de vue, je pense que ce serait le minimum. Que sur un penalty, on mette un carton jaune. Certes, là, pour moi, il n'y a pas penalty, une fois de plus. Je le redis et je le redirai. Mais, ouais, je sais pas. Franchement, c'est beaucoup de choses. Et là, je pense à la vidéo de Paqueta qui danse et voilà, ça m'enjolive. Ça m'enjolive. La funk qui était pas trop présente hier soir. Je pense qu'on a fait le tour sur ce Lyon-Marseille. Enfin, 6-9 la trique. Même si on a plus évoqué l'effet de match, ou du moins l'arbitre. On va passer, comme souvent, Leandro, à l'équipe type. Alors, je t'avoue, il n'y a pas de ni-moi. C'était difficile quand même de caler un ni-moi. Je pense que même toi, tu es d'accord avec ça. Non, je suis d'accord. Certes, peut-être le roi Renault, mais bon, on reviendra pas dessus. Vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave, je parle pas. En gardien, alors c'est très rare. C'est un gardien qui a perdu, qui est... et qui mérite large sa place. C'est Gauthier Larsonneur. Totalement mérité. Il était en ballottage avec Mike Maignan, mais Maignan a eu quand même moins d'arrêt à faire que Larsonneur. Voilà, on a mis Gauthier Larsonneur. En défenseur droit, on a mis Fabien Santonze. Pareil, normal. Les Messins gagnent à la dernière. Grosse saison, voilà. Là, on arrive à un point négatif. Vas-y. Oui, je sais, mais c'est une constance. Fabien Santonze, il est constant depuis le début de saison, c'est mérité. En défenseur central gauche, je te laisse après. On a fait plaisir à Maxime qui n'est pas là. On a mis Gravillon, il fallait récompenser Lorient de cette victoire parce que on tient à le préciser tout de suite. Armand Lorienté n'est pas noté puisqu'il n'a joué qu'une demi-heure. Sinon, il serait évidemment dans l'équipe type. On va pas se mentir. Il mérite quand même avec son but à la Cristiano là. Je sais, mais on note pas les joueurs qui jouent moins de 45 minutes. Non, sinon on noterait tous les mecs qui rentrent, tu vois. Je les entraîne Michael Cuisance. Voilà.
Non, mais tu vois, il est quand même en mention honorable. Doumam, on l'oublie pas. Mais Gravion qui est épaulé par Monsieur Congrès, hein, ouais, Doumam. attends, Ça, c'est mais juste attends, pour faire plaisir. J'explique à Doumam pourquoi l'orienté n'est pas là. S'il avait joué 40 minutes, on aurait fait l'effort de le noter, enfin de le mettre, tu vois. Mais 30 minutes, c'est quand même un peu juste pour noter. J'espère que tu comprends notre. Ouais, je notre comprends. Impact justification. player à mort quand même. Il rentre. Ouais, il mais fait gagner son tu vois, équipe. je me rappelle qu'on avait noté Kadewere, mais qui était rentré à la 48e ou 49e dans le derby, tu vois. Là, l'orienté rentre après la 60e, on s'est dit, ça fait un peu juste. Pense au Prince Eliasson au dernier match qui n'était pas noté quand il rentrait sur le terrain. C'est pareil, voilà, c'est ça. Donc, du coup, Leandro l'a dit, à côté de Gravion, il y a Daniel Congrès. Pour le plus grand plaisir de Doumam. Ben, moi, je suis super content et il mérite. Hein. Il mérite grave. Donc, franchement, ça fait plaisir. C'est pour faire taire aussi Leandro qui l'a beaucoup bâché ces derniers temps. C'est mon Badjachi là, moi. Ouais, c'est ça. À gauche, on retrouve Abdou Diallo. On l'a dit tout à l'heure, très bon côté gauche. Il apporte offensivement. Je tiens à te rappeler d'ailleurs, Leandro, que l'année dernière, au mois de septembre 2019, du coup, Abdou Diallo jouait déjà à latéral gauche. Il avait offert un caviar à Neymar qui avait marqué d'une retournée à la dernière minute contre Strasbourg. J'étais au match, je tiens à te le rappeler. Je sais pas si tu te souviens de ce match-là où Neymar avait été conspué pendant. Oui, le match contre Stras. C'est ça, son retour. Où il rentre, il marque et comme un roi, il fait même pas taire le public. Non, il est titulaire, je crois même. Et il dit après match, il dit je jouerai tous les matchs à domicile comme à l'extérieur. Et un an après, Neymar est en passe de prolonger. C'est quand même très beau. Au milieu de terrain, on retrouve Jonathan Clauss, deuxième apparition. Lui, il est trop sous-côté, lui. Droit. Mais lui, il est trop sous-côté. Mais voilà, il est en forme. Il a mis son premier but cette semaine. C'est un impératif à mettre, je crois. Bon, et vu que c'est moi un peu le point média, je le rappelle que les tweetos ont demandé Jonathan Clauss en équipe de France cette semaine. C'est la vérité, je te jure, c'est la vérité. Les Lensois, du coup. Non, vraiment. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait un hashtag et tout qui était entêté. Ouais, vraiment. Mais il a raison, ils ont raison. C'est un très très bon joueur. Et Ruben Aguilar, Doumam. Aguilar, très 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 fort. Non mais attends, il mérite. Il y a Aguilar qui mérite. Tu vas aussi me dire Nordi Mukiele, j'imagine. Aguilar, oui, Nordi Mukiele, il mérite aussi. Pavard, tous ceux qui sont passés par Montpellier, de toute façon. Ah oui, donc ça, il y a aucun problème. Ah oui. Mais pour demander la sélection à Sofiane Alacouche, là, il y a moins de monde, hein. Franchement. Non, il y a quand même beaucoup de monde, mais c'est vrai que je pense qu'il mériterait au moins d'avoir un petit regard du staff français. Au moins pour féliciter sa saison. Une petite présélection, ça pourrait être cool en fin de saison. Ah oui, là on va quand même loin, hein, mais bon. On lui souhaite. En tout cas, on lui souhaite. Au milieu de terrain, on retrouve Aurélien Tchouameni. Alors lui, il commence à faire partie des indéboulonnables. J'ai pas besoin de le changer à chaque fois. Trop fort. Donc voilà. Ouais, Tchouameni, franchement, point faible, trop fort. Match, c'est incroyable. Franchement. Je pense à Bordeaux. Je pense à Bordeaux. Ah ouais, je pense à tous les Bordelais. SO Bordeaux, SO Jules Koundé, comme chaque semaine. Voilà. Alors à côté de lui, franchement, ce petit milieu à deux là, parce que c'est un 4-4-2, je l'ai pas dit, c'est Hicham Boudaoui, qui monte clairement en puissance ces derniers temps. Gros match face à Rennes. On retrouve un peu celui qu'on avait vu à la CAN notamment. Perso, je trouve qu'il monte en puissance, mais énormément. Il va chercher un penalty où il élimine tout. Da Silva trop facilement dans la surface. J'ai un petit prono à vous donner. Boudaoui, comment s'appelle, saison dernière, il se prend un carton rouge contre le Nîmes Olympique et c'est ce qui donne la victoire à Nîmes à 11-10 à Nice. Et du coup, là, vu son état de forme actuel, je pense qu'il va vouloir prendre sa revanche. Donc, prenez sa cote buteur. Ce week-end, mercredi contre Nîmes. C'est mercredi. Donc n'hésitez pas les mecs. Dire qu'il va prendre un carton rouge. Non, prenez sa cote buteur. Je pense qu'il va vouloir, s'excuser de l'année dernière et nous enfoncer pour continuer dans sa bonne. Et ton pronostic, Leandro, justement sur ce match. Je pense un match nul. Match nul. Je vois un match nul. Ouais, je vois un match nul. Ouais. Ouais, je tiens à rappeler que vous êtes fait exploser en Coupe de France par Nice. Ouais, mais parce qu'on jouait avec Ueda derrière qui. Et le gardien en place. Nazi. non, c'était trop nul. Non, on était rentré sur ce match. Si on gagnait, tant mieux. Si on perdait, on s'en foutait. Donc non, je sais pas. Franchement, je veux pas faire le mec rabat-joie, mais Nice, je pense que là, c'est en train de passer un cap. Oula. Et prochain match. Contre Nîmes, ça va être compliqué. Après, il faut que Nîmes sorte vraiment un gros match. Mais moi,
La Guiri. Écoute, Doumam, je on vois en pas reparle pas semaine comment. prochaine. Même On va Misiane, pouvoir même faire Misiane ressortir monte en puissance là. Méziane, ouais, c'est vrai. Maoulida, ouais. On c'est en vrai, reparle ça. semaine Franchement. prochaine, ça va se finir en 1-1. Voilà, c'est annoncé. 1-1. 1-1. Ah ouais. C'est emballé. Ok. Emballé, Donc, c'est je pense pesé. que Guiri va faire mal encore. Hein. On verra, on Et verra. allez, on va laisser ça, on verra ça mercredi soir. Et du coup, en tant que milieu gauche, Kylian Mbappé, Mhm. voilà, il a pas marqué contre Monaco, il se relance contre Dijon. Doublé, Doumam. direct, Ouais. doublé, direct. T'es pas content en doublé. Mais contre non, Monaco, pas t'es pas doublé. content, pas de doublé contre Monaco. Bon, c'était pas simple hein, contre Monaco. Hein. C'est pour ça que Monaco fait vraiment partie des prétendants. Hein. Franchement, avec le match qu'ils ont fait contre Paris, quand on joue comme ça contre les gros, ça va être compliqué. Mais Kylian, ça reste. Kylian, on espère qu'il va rester le plus longtemps en France. Je veux plus qu'on le critique. C'est fini. Maintenant, il est au-dessus. Non, mais tu te rends compte que tu dis ça après un doublé, ou même contre Dijon quand même. C'est là que ça me fait peur. Ouais. Non. Je te dis ça après un triplé contre le Barça. Jocelyn Gourvenec, Comboiré. T'as oublié. Moi, je m'en souviens. Non, mais je me rappelle juste que contre Monaco, voilà, t'étais pas aussi emballé, quoi. Ouais, je sais, mais voilà, il peut pas toujours nous donner du caviar, hein. C'est compliqué, hein. Voilà, mais bon. Écoute, même Ronaldo, il passe à côté de ses matchs. Kylian, il passe des fois à côté de ses matchs. Donc, ouais, Ronaldo, c'est rare. C'est plus rare. C'est vrai. Voilà, c'est voilà, vrai. Pardon, Chris. Pardon, Chris, comme dirait Pardon, Cristiano. J'espère que tu m'as pas entendu. Je me suis trompé. Désolé. Et en attaque, on retrouve Ludovic Ajor qui a sacré but face à Lille. Sacré but, ouais. On l'a dit tout à l'heure, sa sortie est quand même a été quand même un coup dur pour Strasbourg puisque Habib Diallo a pas fait le taf. Et à côté de lui, on retrouve Moïse Kean. Toujours pareil. Point faible, trop fort. Généreux dans l'effort, précis. Lui qui joue contre Dijon, Monaco ou en déplacement en Coupe de France, il a toujours la même envie. C'est peut-être ça qui fait le plus plaisir et que ce que le PSG a le plus besoin. C'est impressionnant en fait comment il est en train de progresser. Tu sens que le mec à l'entraînement progresse vraiment. Le fait de jouer, je pense, avec des top joueurs à côté de lui, le rend meilleur au quotidien et ça se voit en match. Donc franchement, 21 ans, on rappelle quand même Moïse Kean, il a que 21 ans. Il a une marge de progression énorme. Donc ça fait vraiment plaisir. C'est un beau coup de Leonardo. Hein. Je sais que t'aimes pas trop Leonardo. Moi, je pense que sur ce coup-là, il a été plutôt malin. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour. Comme d'habitude, journée de semaine, mais il n'y aura pas de podcast jeudi. Ça paraît très compliqué. Et voilà, on va prendre un peu de repos pour revenir en forme lundi prochain. Leandro, qu'est-ce que je peux te souhaiter cette semaine? Quels sont les deux adversaires du Nîmes Olympique? Bah, ça va être Nice et on reçoit. Attends, je veux pas dire de bêtises. Et on va à Montpellier. Ou on reçoit Montpellier. Non, on reçoit Montpellier. On reçoit Montpellier direct après. Ah bon? Ouais. C'est déjà là? C'est déjà là, oui, ouais. C'est le derby là. Et oui, ça va être chaud le prochain podcast. Je vais me vénérer avec les chaud. Et ouais, c'est là la Nice et après Montpellier. Après, il y a de la Coupe de France week-end, c'est pour ça. C'est ça. T'es perdu. Du coup, gros match. On verra si on fait un podcast post-Coupe de France, d'ailleurs. J'espère que Ferrat fera un gros match, comme ça, il viendra à Montpellier l'année prochaine. Avec Bruno Genesio ou toujours? Avec Blacard, direct. Blacard. Ils veulent le package. Prends Briançon, Ripard aussi dans la valise. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, là? C'est déplacement à Lille, non? C'est ça? C'est ça, déplacement à Lille mercredi. Et après, on espère... face au Canet. On espère encore au moins un match nul. Ouais, les gars, si on peut aider, nous, vous savez, autant que vous avez volé le titre en 99, nous, voilà, il y a plus de fair play à Marseille. Autant on peut aider le PSG. C'est beau quand même d'entendre ça. Si vous pouvez gagner, c'est mieux. Hein. Si vous pouvez gagner encore, c'est mieux. Petite victoire, ça vous ferait du bien, je pense. Ouais, mais bon, après, c'est vrai que je suis tenté, parce que quand même, Galtier, c'est la famille. Et Galtier, franchement, s'il y a un entraîneur cette année qui mérite quand même d'être champion, on enlève tout de côté. Franchement, j'aimerais bien qu'un jour il puisse avoir un titre de champion de France, Galtier. Ok, et toi, Doumam, du coup, Montpellier joue contre, j'ai pas le nom, j'ai perdu le nom de l'adversaire de Montpellier. Tu peux m'aider, Doumam? Je peux pas t'aider. Attends, je vais te le dire, ça charge. Montpellier joue contre Lorient mercredi, bien sûr. Montpellier-Lorient à domicile et après on va à Nîmes. Montpellier-Lorient, ça va être compliqué. J'espère qu'ils vont être sérieux et qu'ils vont être appliqués parce que Lorient, ça joue vraiment bien. Donc, ils ont intérêt il faut les 3 points là maintenant, pouvoir vraiment prétendre à l'Europe.
Il y a que 2 points d'écart entre nous et ceux qui sont 5e, donc il faut y aller quoi. Maintenant, il faut enchaîner les matchs. Donc j'espère qu'ils vont gagner contre Lorient. Ça va être un gros match, je pense, compliqué, mais Andy va peut-être revenir, peut-être qu'il sera de retour. Oui, parce que il courait là. On a vu qu'il courait là. On l'a vu qu'il courait, donc. Et vu sa rechute de la dernière fois, est-ce qu'il vaudrait mieux pas attendre tu vois, t'as encore après la Coupe de France ou contre Alès, t'as pas forcément besoin de lui, mais tu peux le faire rentrer quoi, une demi-heure. Ouais, voilà. J'espère que Wai va planter, parce que là, il est en train d'apprendre le haut niveau et depuis quelques matchs, depuis 2 matchs, bah, c'est plus dur forcément. Donc voilà, on va voir, mais franchement, là, il faut vraiment gagner ce match. Même un match nul, ça serait pas une super opération, sachant que Lorient joue le maintien, donc ça va être un match compliqué, je pense. Après, vu les oppositions, une victoire peut quand même être pas mal pour Montpellier. Hein. Marseille-Lille, t'as Lens qui se déplace à Saint-Etienne, bon. Ouais, c'est pour ça. T'as Lyon-Rennes aussi, tu vois, ça peut être intéressant quand même pour. Pour Montpellier, ouais, c'est la bonne opération. Ça peut être la bonne opération de la semaine, quoi. Donc j'espère que. Non, on l'a pas dit. Le PSG se déplace à Bordeaux. Voilà. À mon avis, ça va être. Sachant qu'il n'y a pas Mbappé quand même. Ça va être une avalanche. Hein. Il n'y a pas Mbappé tout même. Pourquoi? Suspendu. Il n'y aura pas Mbappé, pas de Di Maria, pas de Neymar, pas de Bernat. Chaud. Voilà. Non, et Icardi devrait revenir de sa gastro. Verratti se testait aujourd'hui. Il n'y a pas encore d'infos sur sa présence ou pas. Paredes sera de retour. Il y aura tout le monde sauf voilà. Il y aura Keane. Donc ça peut faire la diff. Franchement, on verra comment il va réagir par rapport à ça. Hein. Il sera tous. Ouais, ça va être compliqué quand même. Ouais. Mais bon, après Bordeaux, franchement, c'est tellement compliqué que le groupe vit tellement mal. Donc bon. Et s'ils font pas les teubés, normalement, ça devrait le faire. Hein. Mais ouais, effectivement, ça fait beaucoup d'absents hein, côté parisien quand même. Beaucoup d'absents. Et ben voilà, on a fait cette petite preview. Merci à tous de nous avoir Est-ce que je peux avoir le mot de la fin? Oula. Et livrer une info en plus. Oula. Aïe. Je t'en prie. Vous le saviez, Franck McCourt aujourd'hui a passé la journée à rencontrer hommes politiques, sociétés et supporters. Pas mal de monde, ouais. Et je peux vous dire ce qu'il a dit au maire de Marseille. Est-ce que vous êtes prêts à entendre ce qu'il a... le propriétaire de l'Olympique de Marseille a dit au maire de la ville? Attention. Benoît Payan a révélé que Franck McCourt lui avait dit qu'il voulait la coupe aux grandes oreilles, il veut la Champions League et il ne vendra pas l'OM. Alors, s'il vous plaît. Le Champions Project est de retour. Exactement. Oh, mais c'est catastrophique. On aurait dû s'en douter à l'arrivée de Cuisance, mais effectivement, on est là pour gagner. Oh, c'est une catastrophe, McCourt. McCourt, faut qu'il se remette au baseball, hein. Faut arrêter le foot. Non, même le baseball, il a fait couler le club. C'est catastrophique. Non, mais écoute, il va acheter, ça sent la vente. Hein. Moi, je pense qu'il va vendre. Tout ça, c'est trop beau pour être vrai. À mon avis, il va vendre. On verra bien. Écoutez, donc, attends, on a eu l'info. T'as coupé l'outro pour ça. Franchement, j'ai lu ça, je me suis dit, ah ouais, c'est une info quand même. Il régale. Non, mais parce qu'attends, il faut en avoir quand même entre les jambes. Après 4 années de management dégueulasse et avoir vendu que tu allais être champion de concurrence et le PSG et finalement te retrouver en dessous de Rennes et Metz, Rennes, Metz, Lens, dire que tu veux toujours la Champions League, franchement, faut avoir des buts. C'est vrai que cette année vous étiez pas loin. Hein. Vous êtes passé à ça de passer en phase finale de Ligue des Champions. À quoi, 10 points. Voilà. Après voilà, en 8e, on sait pour beaucoup de clubs français, c'est facile d'accéder au quart, au demi, au final. C'est vrai que vous étiez pas si loin que ça. Eux aussi, ils ont la coupe aux grandes oreilles. Hein. Après, est-ce qu'ils confondent avec une autre? Est-ce que la Conference League se ressemblera à la Ligue des Champions? Ça, on sait pas encore. On n'a pas le design. Peut-être qu'il a déjà des infos sur la future gueule de la coupe et que voilà. Moi, la Coupe de France a quand même quelques. Je vous trouve quand même assez dur, les mecs. Hein. Marseille a quand même atteint l'écart. Fallait bien rentrer à la maison. Donc, à un moment donné, gros, vous êtes pas cool, quoi. Non, mais voilà. Lucas, écoute, merci de m'avoir coupé pour ça. Je vais avoir du mal à dormir ce soir, je pense, après cette annonce. Ah ouais, là. Voilà, là, les objectifs comme ça, les Champions Project, ça me rend toute chose. Du coup, merci à vous, les gars, de m'avoir accompagné comme tout le temps. Merci aux auditeurs de nous écouter de plus en plus. Comme d'habitude, vous retrouvez tout ce beau monde sur les réseaux sociaux. Leandro sur le Twitter de Made in Foot. Lucas sur le TikTok et le Instagram de Made in Foot aussi. Et puis voilà, et puis Doumam toujours là sur Twitter, vous pouvez lui répondre, il aime bien discuter. Il aime bien Doumam, lui, il regarde tous les championnats, tous les matchs. Et Doumam là,
Doumam, vous demandez un match, Doumam, il a son avis. Voilà. Exactement. Et c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Merci pour la dédicace. Ça fait plaisir. Parlez-moi sur Twitter, Doumam BTC. Parlez-moi. Allez, merci à tous et bonne soirée. Ciao, ciao tout le monde. Peace. Ciao, les bonne gars. soirée. Ciao, ciao.